Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un épisode sur Kaldheim bien évidemment. On va parler de toutes les cartes de l'extension en dehors des créatures légendaires, bien sûr, on les a déjà évoquées dans la vidéo précédente. Mais avant toute chose, on va passer par la phase de pub, et oui, vous le savez, je vous invite évidemment à suivre la tour de commandement ici sur YouTube, en cliquant déjà sur abonner, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à activer la cloche aussi et à liker la vidéo, et pourquoi pas aussi à la commenter pour partager votre avis sur ces nouvelles cartes. Et aussi si jamais vous avez des amis qui sont intéressés par le commandeur et par Kaldheim, alors là c'est bingo, il paraît qu'ils sont au bon endroit, et vous pouvez leur partager cette vidéo, voilà, ils pourront voir du coup notre analyse de ces cartes bien sûr. N'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, vous y retrouverez toutes les informations en direct, toutes les news notamment également. Et oui, les lives, puisqu'on est également présent sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas aussi. Oui, on est partout, je sais, on est partout. Voilà, on fait des lives réguliers avec du gameplay, des discussions et également de la construction de decks. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous y retrouver, ça fait toujours plaisir de vous voir là-bas et de pouvoir discuter ensemble en direct, bien sûr. Et sinon, je dois remercier quelques personnes, il paraît que ce sont nos tipeurs, qui sont très nombreux et très généreux, et heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils nous permettent de continuer à améliorer, et littéralement à continuer de base, toutes ces émissions qu'on vous propose, tout le contenu qu'on vous propose, et tous les projets qu'on veut vous proposer pour la suite des mois à venir, voilà, il paraît, on a plein de choses en stock pour vous. En tout cas, merci à eux, merci pour leur générosité, et j'espère que ça vous donnera envie de les rejoindre si jamais vous avez envie de nous soutenir. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kaldheim à nouveau, pour parler des cartes de l'extension, qui ne sont pas des créatures légendaires et des commandants potentiels de manière générale. Je ne vais parler évidemment que de l'extension en elle-même, je ne vais pas parler des contenus des decks préconstruits, et écoutez, voilà, je pense qu'on a déjà pas mal de choses à dire, et je vais évidemment vous réexpliquer les différentes mécaniques au fur et à mesure qu'on les rencontrera dans ces cartes. On va commencer avec le blanc, et on va commencer avec l'esprit au clairon, qui est du coup un esprit 2-2 pour 2 dont un blanc, et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, créez un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. Alors oui, on commence tranquille, mais ça reste une petite créature en fait assez sympathique parce que juste le fait de créer des jetons littéralement quand on lance notre deuxième sort à chaque tour, donc du coup les éphémères seront également les bienvenus durant les tours adverses, déjà c'est un petit truc supplémentaire qui peut être intéressant éventuellement pour les decks jetons qui pourraient exploiter, voilà. Bon, après les decks jetons ont tendance à pas jouer énormément d'éphémères, ils sont plutôt proactifs que réactifs. Donc oui, c'est vrai que peut-être que dans un deck jeton sera un petit peu surfait, mais peut-être que dans des jeux éphémères, peut-être que dans Kaikar, voilà, non, je ressors Kaikar encore une fois du placard, il faut le dire, mais oui, pouvoir faire des esprits, pouvoir faire des jetons justement en jouant en éphémère, dans tous les decks Spellslinger en général, où on a tendance à lancer beaucoup d'éphémères et de rituels, c'est assez utile du coup de se dire qu'on va pouvoir mettre en plus des créatures sur le champ de bataille avec ça, donc une petite carte sympathique pour commencer. Ensuite, on en a une autre qui est un petit peu plus hasardeuse, c'est le pari divin, un rituel qui coûte 2 blancs, qui dit que vous exilez un artefact ciblé, une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Ce joueur peut mettre une carte de permanent de sa main sur le champ de bataille. Alors, j'en parle en fait, non pas parce que c'est une bonne carte, mais plutôt parce que c'est une carte extrêmement dangereuse. Parce que c'est vrai que la perspective de pouvoir gérer à peu près n'importe quel type de permanent grâce à pari divin, c'est quand même pas mal, c'est vrai que ça fait envie, mais malheureusement le contre-coup est assez énorme en fait, ça demanderait des conditions un petit peu farfelues, j'ai envie de dire que l'adversaire n'ait plus de carte en main, tout simplement, ça serait la meilleure condition possible, parce que malheureusement, si jamais il lui reste une ou deux cartes et que il se trouve que ce sont ces gros drops, les drops à 8, à 9, à 10, oh mon dieu, du coup il peut poser ces permanents là. Ou alors du coup il faut cibler éventuellement les decks qui n'ont pas beaucoup de créatures, mais bon, le problème c'est que les decks qui n'ont pas beaucoup de créatures, généralement les créatures en question, les permanents en question, ce sont des permanents qui sont très impactants pour leur deck, donc du coup si vous leur permettez de cheater le coup de mana littéralement, c'est un petit peu risqué on va dire, voilà. Donc oui, il y a un risque, c'est vraiment un pari pour le coup, mais je ne sais pas si je serais tenté de le jouer dans beaucoup de decks, il va falloir jouer énormément de contrôle en fait, je pense, pour justifier un pari divin dans son deck. Le Domskar, un rituel qui coûte 5 dont 2 blancs, qui dit détruire toutes les créatures, et il a la prédiction. Prédiction, je vous rappelle, en fait, pendant votre tour, vous pouvez payer 2 et exiler cette carte depuis votre main face cachée, et vous pouvez la lancer pendant un autre tour pour son coup de prédiction. Alors,
c'est une action spéciale, je tiens à le rappeler, hein, voilà, le fait de mettre en exil la carte prédite, donc du coup il n'y a pas de réponse possible à ça, tout comme, retourner une mue, c'était un peu la même chose. Et la prédiction, du coup, derrière, c'est un coup de prédiction pour 3, dont 2 blancs, vous allez donc du coup pouvoir le lancer depuis l'exil, après qu'il ait été prédit, pour son coup de prédiction. Et c'est quand même très intéressant, parce que du coup ça veut dire qu'au tour 2, on peut mettre notre Dumbscar, tout simplement, dans notre exil, et puis ensuite, au tour suivant, éventuellement, faire une Vrasse à 3 mana. Alors bon, c'est vrai que, généralement, au tour 3, faire une Vrasse, ça paraît pas très efficace, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de créatures sur le board. Mais juste se dire que c'est une Vrasse pour 3, qui est littéralement comme une Vrasse of God, hein. Bon, alors à part le régénérer, mais bon, ça on s'en fiche, hein, évidemment. Là, je vous avoue que c'est une excellente Vrasse. On a très peu de Vrasse à 3 qui existent en Commander, de manière générale, et généralement, elles sont très efficaces. Ici, on est juste sur un petit pré-investissement, en fait, littéralement, qui permet de diminuer plus ou moins le coût, hein, parce que bon, en fait, on le paye sur plusieurs tours, et c'est ça qui est très intéressant avec la prédiction, on va y revenir plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est quand même assez dingue. Donc vraiment, Dumbscar, pour moi, je pense que ça va devenir un auto-inclus dans quasiment tous les decks blancs qui ont besoin de Vrasse, en fait. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de dire non, voilà. La protectrice glorieuse, un ange éclair, et oui, les anges sont assez présents dans ce set. Il coûte 4 dont 2 blancs, c'est une 3-4 flash vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de créatures non-anges que vous contrôlez, jusqu'à ce que la protectrice glorieuse quitte le champ de bataille. Et elle a la prédiction pour 3 mana, dont 1 blanc. Donc encore une fois, ici, il y a un coût qui est inférieur à son coût de mana normal, ce qui est très intéressant, hein, parce que voilà, pour 3 mana, cette créature a l'air quand même très intéressante, surtout qu'en plus elle peut être jouée en flash depuis l'exil, donc là c'est la surprise, c'est génial. Mais j'adore en fait cette protectrice glorieuse, parce que du coup, tous les effets de Blink, tous les decks qui veulent du Blink ou qui veulent du Flick de manière générale, qui se basent beaucoup sur les effets d'arrivée sur le champ de bataille, eh bien, la protectrice glorieuse, elle sera parfaite dans ces decks-là en fait, qui comptent là-dessus. Et en plus, petit bonus, c'est que ça peut également être une réponse à une Vrasse, en fait. Donc voilà, imaginons quelqu'un joue Dumbscar à un moment, bah du coup vous jouez Protectrice Glorieuse, vous allez pouvoir exilier toutes vos créatures, la Protectrice Glorieuse du coup, elle va en gros les protéger, la Vrasse va tuer la Protectrice Glorieuse, et derrière vos créatures vont revenir sur le champ de bataille, redéclencher leurs effets, et en fait ils seront passés outre la Vrasse, ce qui est super intéressant, surtout pour un coup de mana aussi léger, 3 ou 4 mana selon ce que vous avez fait avec la Protectrice Glorieuse et la prédiction. Donc vraiment, j'aime bien cette carte, elle est très bien. Le ralliement des rangs, c'est un enchantement qui coûte 2 dont 1 blanc, et au moment où le ralliement des rangs arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de créature, et les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et bah, c'est simple, c'est efficace, une ancienne tribale. On a quelques cartes de tribal qui sont présentes dans le set, on va en reparler un petit peu au fur et à mesure, mais celle-ci elle est simple, et elle est bien, en fait. Vraiment, le fait d'avoir une petite antienne pour du tribal, juste pour 2 mana en blanc, alors du coup, bon, ça exige de jouer blanc, mais on s'en fout, hein, le blanc, il y a des choses à faire, il y a des tribaux qui sont puissants avec le blanc, mais du coup, c'est efficace, voilà. La maréchale resplendissante, un ange et guerrier 3-3 qui a le vol, et qui coûte 3 mana dont 2 blancs, quand elle arrive sur le champ de bataille ou meurt, vous pouvez exilier une autre carte de créature depuis votre cimetière. Quand vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez autre que la maréchale resplendissante, qui partage un type de créature avec la carte exilée. Donc encore une fois, du tribal. Voilà. Bah oui, il y a une logique tribale là ici, puisqu'on se retrouve du coup à exiler une carte et à mettre des marqueurs sur les créatures qui partagent un type avec cette carte-là. Donc oui, c'est vraiment bien parce que du coup si jamais vous avez par exemple des doubles tribaux qui sont présents, imaginons vous avez je sais pas, vous avez un humain et soldat au cimetière que vous allez exiler, du coup tous vos soldats vont gagner un marqueur +1/+1 et tous vos humains vont gagner un marqueur +1/+1. Donc voilà, bon, alors évidemment ça ne se cumule pas, s'il y a un autre humain et soldat, il ne gagnera qu'un seul marqueur. Voilà, c'est précisé sur la maréchale, c'est qu'ils partagent un type de créature avec la carte exilée. Du coup la maréchale resplendissante c'est littéralement un outil supplémentaire pour le tribal, certes qui est pas, je le trouve pas forcément ultra puissant, je préfère une bonne vieille antienne comme le ralliement des rangs, hein. Voilà, les marqueurs +1/+1 c'est sympa mais malheureusement voilà, ça se perd, il paraît. Donc oui, c'est efficace, et je pense que pour son coup de mana en fait ça se justifie complètement dans un deck tribal, donc à partir du moment où vous jouez blanc, je pense que ça peut très bien rentrer, d'autant plus que ça reste un bon body en soi, et surtout qu'elle fait son effet à son arrivée en jeu et à sa mort, ce qui est quand même généralement assez rare, hein, voilà, donc 2 fois l'effet qui est déclenché, c'est déjà pas mal. La Valkyrie, juste un ange éclair 2-4 qui coûte 3 dont 1 blanc, elle a le vol, et à chaque fois qu'un autre ange ou clair arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature.
et tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. Ouais, complètement, oui, oui, c'est très bien. En fait, alors, du coup, bon, évidemment, là, il va falloir atteindre les 47 points de vie, en commandeur, mais on s'en fiche, parce qu'en fait, déjà, on a un gain de points de vie récurrent, c'est déjà pas mal. Alors, certes, Ange est clair, mais bon, je vous avoue, dans un deck clair, elle sera très bien. Dans un deck Ange, elle va faire gagner des gros points de vie quand les anges vont arriver, parce que généralement, les anges ont quand même des bodies un peu impressionnants, même si on a vu là, il faut quand même le préciser, quelques anges qui coûtent pas trop cher juste auparavant, donc c'est aussi intéressant. Ça va permettre d'avoir une variété un peu plus large d'anges, pas uniquement des anges qui coûtent cher. Mais ici, du coup, la Valkyrie juste, elle est efficace, elle a un bon body, c'est une 2-4, donc du coup elle est là éventuellement pour bloquer, voilà. Et en plus, derrière, elle donne un boost à vos créatures en fonction du nombre de points de vie que vous avez. Alors en plus, la petite blague, c'est que du coup, si vous jouez tribal ange ou clair, bah si vous avez 7 points de vie de plus, vos anges et vos clairs vont arriver, et ils vont avoir directement le boost au moment où ils arrivent. Donc du coup, la Valkyrie juste qui va vous faire gagner des points de vie, elle va techniquement vous faire gagner 2 points de vie de plus à cause de sa deuxième capacité, si vous avez déjà 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ. C'est quand même assez dingue. Donc du coup, ça veut dire que à partir du moment où vous avez atteint ce seuil critique des 7 points de vie supplémentaires, et bah du coup, vous allez pouvoir vous amuser à enchaîner et en gagner encore plus en fait que ce que vous auriez dû gagner normalement. Donc je trouve ça assez drôle, et puis c'est efficace, c'est quand même assez bourrin, hein, +2/+2 en permanence, surtout pour une carte qui coûte que 3. Donc ouais, il y a plein de choses à faire je pense autour. La rune de subsistance, un enchantement aura et rune, on va y revenir juste après, qui coûte 2 dont 1 blanc. C'est un enchanté permanent, et quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Tant que le permanent enchanté est une créature, il a le lien de vie, et tant que le permanent enchanté est un équipement, la créature équipée a le lien de vie. Alors les runes, c'est un nouveau sous-type d'enchantement, alors vous inquiétez pas, il y en a 5. Il y en a une dans chaque couleur, c'est tout, on va pas beaucoup en parler ici, mais en fait ils ont tous ce même fonctionnement. Déjà ils font piocher quand ils arrivent sur le champ de bataille, ce qui est très bien. Ils coûtent tous 2 en plus, donc ça va être très bien, on va en parler au fur et à mesure. Mais déjà ici, on est sur du bon stuff, hein, il faut le dire. Là d'un côté, si c'est une créature qui est enchantée, elle a le lien de vie, donc la capacité mot-clé qu'on retrouvera à chaque fois, c'est génial. Ici le lien de vie c'est une bonne capacité de manière générale. Hein. Et ensuite derrière, si jamais c'est enchanté sur un équipement, c'est l'équipement qui va en gros rajouter une ligne aux créatures sur lesquelles il sera équipé. Donc ça permet en fait de ne pas perdre l'aura si jamais vous jouez un jeu avec des équipements. C'est-à-dire qu'en gros, l'avantage des équipements, contrairement aux auras, c'est que si jamais la créature à laquelle ils sont équipés meurt, l'équipement il reste là. Du coup, la rune qui sera mise sur l'équipement restera aussi. Ça donne juste une ligne supplémentaire sur l'équipement en question. C'est intéressant, le principe est sympa. Après, malheureusement, le fait qu'il y en ait 5, il y a quelques cartes qui synergisent avec le fait de jouer des runes, mais je vous avoue que, étant donné qu'il y en a 5, c'est chacune dans une couleur, c'est pas terrible, donc du coup ça va être compliqué de jouer ces cartes là, mais en soi les runes sont intéressantes, et celle-ci de subsistance, c'est une bonne petite rune, bien sympa, qui se remplace toujours parce qu'elle fait piocher au moment où elle arrive en jeu, donc ouais, c'est cool. Après bon voilà, le lien de vie c'est pas forcément la meilleure capacité, j'aurais préféré qu'il y ait la vigilance par exemple pour le blanc, mais bon, on peut pas tout avoir, c'est une rune sympathique celle-ci. À la recherche de la gloire, qui coûte 3 dont 1 blanc, c'est un rituel neigeux. On va y revenir un petit peu après aussi. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de permanent neigeux, une carte légendaire ou une carte de saga. Révélez-la, mettez-la dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque. Vous gagnez 1 point de vie pour chaque mana neigeux dépensé pour lancer ce sort. Sachant que mana neigeux, en gros, c'est le mana qui est issu d'une source neigeuse, peu importe sa couleur. Alors oui, il va falloir que je fasse un petit rappel. Il y aura un judge sur Kaldheim et sur les questions de règles et tout ça, mais juste pour expliquer brièvement, tous les manas colorés ou incolores qui sont produits par des sources neigeuses, c'est-à-dire qui ont marqué comme surtype neigeux, que ce soit un terrain, que ce soit une créature, que ce soit un artefact, et bien du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du mana coloré ou incolore avec un surtype neigeux sur eux. Voilà, donc ces manas-là peuvent être utilisés pour les coups neigeux, comme ici. Alors ici, c'est pas vraiment un coup, on dit juste que les manas utilisés, si jamais ils étaient neigeux, ça fait gagner des points de vie. Mais honnêtement, cette partie-là, on s'en fiche complètement. Je vous avoue que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est juste que c'est un tuto à 3 manas qui va nous permettre d'aller chercher soit les cartes de permanent neigeux, donc si vous êtes vraiment dans la logique neigeux, allez-y, ok d'accord, ça peut être bien, voilà, hein. Soit derrière une carte légendaire, ça va nous intéresser beaucoup, parce que légendaire, ça inclut les planeswalkers, les enchantements, les artefacts légendaires, et évidemment,
les créatures légendaires, qui a tendance à avoir quand même pas mal d'utilité dans les decks, en dehors du commandant. Donc oui, qui plus est, il y a aussi les terrains légendaires qui sont assez utilisés aussi. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu sympathiques, donc ça fait toujours plaisir. Et en plus, on a le retour des sagas dans cette édition, on va beaucoup en parler à la fin de la vidéo, on va vraiment beaucoup en parler, donc accrochez-vous. Mais en tout cas, avec toutes les sagas qui ont été fournies ici, et celles qui sont déjà sorties dans les éditions précédentes, on a un petit pool qui peut être intéressant aussi, où du coup on peut aller chercher de très bonnes sagas, qui peuvent bien fonctionner dans les decks. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais en tout cas, c'est un très bon tuto, très flexible. Voilà, pour 3 mana, auparavant, les tutos en blanc, c'était aller chercher un enchantement. Là, bon, ok quoi, bah voilà, c'est sympa. Mais ici, on peut aller un petit peu plus loin. Et on a un peu plus de flexibilité, bien sûr. Donc, très bonne carte, j'aime beaucoup. La carte suivante, c'est l'acier spectral, un enchantement aura qui enchante une créature qui coûte 2, dont un blanc. La créature enchantée gagne +2/+2, ok, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est la deuxième partie en fait. Pour 2 dont un blanc, vous exilez l'acier spectral de votre cimetière, renvoyez une autre carte d'aura ou d'équipement ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Alors du coup, j'étais prêt à passer là-dessus, et en fait on en a discuté avec les membres de l'équipe hier, et c'est Emeric qui m'a dit « Non mais attends, il y a un truc qu'il faut pas oublier. Là en fait on a de la récursion pour récupérer un artefact ou un enchantement du cimetière. Donc alors aura ou équipement bien sûr, mais surtout... il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a certaines auras, et notamment certains équipements, surtout, qui sont efficaces dans certains jeux pour faire des combos, notamment. Donc, alors, soit pour faire des combos, soit pour avoir la protection contre telle couleur, bonjour les épées, et bah du coup, c'est vrai que l'acier spectral, en soi, le +2/+2, on s'en fout complètement, le but c'est qu'il finisse au cimetière le plus vite possible, et qu'on puisse l'exiler pour récupérer un équipement important ou une aura importante. Et parfois, bah, éventuellement, gagner là-dessus. Parce que si quelqu'un a une réponse une fois sur une aura ou un équipement que vous aviez et qui pouvait vous faire gagner la game, ça va devenir compliqué en fait de gérer une deuxième fois la carte. Donc voilà. L'acier spectral, c'est pour cette raison que je vous la présente dans cette liste, c'est vraiment le côté récursion et le fait de pouvoir récupérer d'autres cartes très importantes pour le jeu. Sinon, en dehors de ça, ça reste une carte très quelconque. Mais voilà, c'est une bonne carte pour cette raison-là. Le coursier de Starnheim, une créature Pégase 2/2 pour 3 dont un blanc qui a le vol, et les sorts d'artefacts et d'enchantements que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Alors là je vous avoue qu'hier soir je l'ai vu, j'étais là, fiesta. C'était la fiesta. J'étais là, mais non mais c'est pas vrai, il va aller dans Téchar et tout. Oui d'accord, ok, bon, oui, je parle encore de Téchar, voilà. Mais ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, donc du coup j'ai le droit. Mais le coursier de Starnheim, bah oui, parce que réduire le coût des artefacts, déjà, bah c'est super. C'est le genre de truc qu'on aime beaucoup dans les jeux artefacts. Et ici, bon, du coup, il est en blanc, donc vous vous doutez bien que je vais jouer en Téchar, hein. Mais surtout, j'adore la flexibilité, le fait qu'il fait artefact et enchantement. Il s'est pas contenté non plus de aura et équipement, ça aurait été très ciblé. Donc du coup, ça fait que ce coursier, c'est une simple commune, mais en fait, elle est ultra flexible, elle peut rentrer dans beaucoup de jeux, parce que la réduction de coût, on apprécie toujours. C'est vrai que vous pouvez dire, oui, mais c'est un truc pour 3 mana qui fait réduire de 1. Oui, mais on s'en fout, parce que si vous jouez beaucoup d'artefacts et d'enchantements dans votre deck, eh ben, juste avoir une réduction comme ça sur tous vos sorts d'enchantement et d'artefacts, bah au final, il vous coûtera 3 mana, mais vous en aurez fait peut-être économiser 5, 6, 7, 8, donc on s'en fiche quoi. Vraiment une très bonne carte, et c'est une commune, donc ça fait plaisir. Et la dernière carte du blanc, c'est le Starnheim déchaîné, un rituel qui coûte 4 dont 2 blancs. Vous créez un jeton de créature 4/4 blanche, ange et guerrier avec le vol et la vigilance. Si ce sort a été prédit, créez X de ces jetons à la place, et la prédiction coûte XX et un blanc. Alors, on a eu beaucoup de débats, j'ai vu énormément de débats autour de cette carte, et je ne suis pas d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord avec le débat, non, je ne suis pas d'accord avec une partie des gens qui ont tendance à descendre cette carte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà pour 4 mana, on a une 4/4 vol vigilance, voilà, donc je pense que c'est pas mal, il paraît. En plus, on a un double tribal, le tribal guerrier et le tribal ange disponible, donc ça peut être très efficace avec certaines des cartes qu'on a déjà vues et certaines qu'on doit encore voir. Donc, bah c'est déjà pas mal, hein, il paraît. Et en plus derrière, le coup de prédiction, en fait, certains ont dit « Oui, voilà, mais on a une carte en miracle qui fait mieux, tout ça, gna. Voilà, bah non, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, bah, du coup, il suffit simplement d'investir ici 5 mana, pour avoir, alors du coup avec le coup de prédiction bien évidemment, donc au total d'investir 5 mana pour avoir 2 anges 4/4 avec le vol. Si on investit un petit peu plus, on investit 7 mana, on en a 3. Et honnêtement, avoir 3 4/4 vol vigilance pour 7, c'est pas mal du tout, hein. Même déjà pour 5, en avoir 2, donc ce qui est littéralement 1 mana de plus que le coup du Starnheim déchaîné, hein, donc voilà le coup normal. Bah, alors après on va me dire, oui mais la prédiction à faire avant, tout ça, oui mais bon, je pense qu'on peut investir régulièrement en commandeur, au tour 2, on n'a rien à jouer,
on va jouer, on va mettre une carte en prédiction, c'est tout à fait faisable. Et du coup se dire qu'on va banquer là-dessus pour plus tard. C'est une bonne carte en fait. Vous allez me dire, oui, il y a d'autres cartes qui existent, etc. Mais bon, il y a une grosse différence, notamment avec la carte en miracle dont je n'ai plus le nom, mais on s'en fout, si c'est Entry the Angels, qui permet de mettre X jetons ange avec le vol 4-4 en payant X et un blanc en miracle. Eh ben écoutez, il y a une grosse différence, c'est la vigilance. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à oublier la puissance de cette capacité, de ce mot-clé-là, surtout pour une couleur comme le blanc, qui, comme je l'ai décrit dans mon deck tech des 2 decks pour débutants, voilà, pour initier, eh bien, le blanc, quand il gagne la vigilance, il devient d'un seul coup beaucoup plus fort, parce que le blanc aime le côté offensif, mine de rien. Il aime bien attaquer avec beaucoup de ses petites créatures, éventuellement leur donner l'évasion, mais le problème c'est que derrière il reste sans défense. Et ici, la vigilance est un mot-clé extrêmement important, c'est un mot-clé essentiel. Donc, le Sternheim déchaîné, c'est une bonne carte, en comparaison avec Entry the Angels, qui fait juste des créatures avec le vol, quoi. Voilà. Donc ouais, peut-être que le coût de mana est inférieur, mais au moins, il y a la vigilance en plus qui est un atout considérable dans une partie. Passons maintenant au bleu. On va commencer avec, tout de suite de la mythique, hein. Révélation d'Alrund. D'Alrund, pardon, excusez-moi. Rituel qui coûte 7 dont 2 bleus. Vous créez 2 jetons de créatures, 1-1 bleu oiseau avec le vol. Jouez un tour supplémentaire après celui-ci, vous exilez la révélation d'Alrund, je vais y arriver. Et la prédiction coûte 6 dont 2 bleus. Nouveau sort de tour supplémentaire. Globalement, il est très efficace. J'aime bien le coup de prédiction parce qu'il correspond un petit peu plus au niveau des coups de mana classiques dont on a l'habitude. C'est-à-dire que généralement, les cartes qui jouent un tour supplémentaire, qui sont efficaces en rituel, elles coûtent 5. Voilà, c'est un peu une convention, on pourrait dire, d'une certaine façon. Quelque chose qu'on a souvent retrouvé dans Magic. Donc le coup de prédiction avec juste un mana de plus pour faire 2 oiseaux, ça me semble un peu plus juste. La révélation d'Alrund, après, elle est tout à fait jouable à 7 mana parce que bon, on donne 2 bloqueurs en plus ou 2 potentiels attaquants, on sait jamais. Et bon, le tour supplémentaire, ça reste quand même quelque chose qui est très joué de manière générale. Donc voilà, si vous avez un jeu qui voulait un tour supplémentaire, bah, la révélation d'Alrund, bah, vous fera plaisir. L'esprit ascendant, une créature neigeuse esprit qui est une 1-1 pour 1 bleu. Ah oui, bah, on va falloir décrire un peu ce qu'elle fait quand même. Hein. Pour 2 mana neigeux, l'esprit ascendant devient une créature esprit et guerrier avec une force et une endurance de base de 2-3. Pour 3 mana neigeux, si l'esprit ascendant est un guerrier, mettez un marqueur vol sur lui et il devient un esprit guerrier et ange avec une force et une endurance de base de 4-4. Ouais. Et pour 4 mana neigeux, si l'esprit ascendant est un ange, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur lui et il acquiert, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Alors, c'est quand même assez dingue. Donc, du coup, si vous ne connaissez pas ce type de carte, vous dites « What the fuck ?» En fait, on avait déjà des cartes de ce type-là qui étaient en fait avec des capacités activées, où il fallait remplir certaines conditions, donc généralement avoir un type de créature qui était justement donné par la capacité précédente, pour pouvoir du coup en fait faire une sorte d'évolution de la créature, donc ça rappelle un petit peu les niveaux, mais c'est assez différent en soi. Donc vraiment ici, on a moyen d'avoir une créature qui est évolutive, et généralement c'est intéressant en fait pour le commandeur, parce que du coup notre esprit à la base, voilà, il est que 1-1, mais on peut très bien le tomber au tour 1, et selon les tours et selon l'investissement qu'on a en mana à faire durant les tours, le faire évoluer au fur et à mesure en fait, le faire grandir. Et surtout, il y a aussi autre chose, alors bon, 2-3 petits trucs, si jamais vous arrivez par exemple à lui donner le changelin sur un tour, c'est tout à fait possible, on a des sorts qui existent comme ça, mais que du coup il a tous les types de créatures en même temps, et ben vous pouvez très bien activer directement la dernière capacité, alors que techniquement vous avez jamais activé les précédentes. Donc du coup voilà, vous allez pouvoir mettre 2 marqueurs sur lui, parce que techniquement c'est un ange durant le tour, ouais, où il est devenu changelin. Donc voilà, vous avez moyen d'activer cette capacité là, etc. Donc du coup il y a des moyens de cheater un petit peu tout ça. Et une autre précision, si jamais vous avez déjà activé la dernière capacité, voilà, vous l'avez déjà fait, vous avez le droit de l'activer encore une fois, et juste en fait vous allez obtenir plusieurs lignes de texte où il va être écrit à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Et si vous l'activez une deuxième fois, et ben il va obtenir à nouveau la même ligne en plus, et c'est pas redondant, c'est cumulatif. Donc du coup vous allez vous retrouver, bah voilà, la créature elle va gagner 2 marqueurs, puis 2 marqueurs, et ensuite bah, à chaque fois qu'elle infligera des blessures de combat à un joueur, vous allez pouvoir piocher une carte, puis une carte. C'est fou, voilà, donc c'est génial. L'esprit ascendant quand même c'est une bonne carte de manière générale, donc ouais, à voir dans quel type de jeu vous allez pouvoir le rentrer, parce que bon voilà, il faut des jeux quand même, hein, voilà. Mais bon, je pense que ça devrait se faire, sans problème. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne carte à voir dans quoi vous pouvez la rentrer. Si jamais vous avez des idées, allez-y dans les commentaires.
Contemplez le multivers, un éphémère qui coûte 4 dont un bleu, qui fait regard 2 puis piocher 2 cartes. Et alors là c'est, mais Thibaut, qu'est-ce que tu nous racontes? On en a rien à foutre de cette carte. Oui, mais elle a la prédiction, et ça c'est intéressant, parce que son coût de prédiction ne coûte que 1 et 1 bleu. Et du coup ça fait une énorme différence, parce qu'en fait tous les jeux qui aiment le cantrip, donc c'est-à-dire le fait de piocher avec des petits sorts, de manière générale, les sorts qui se remplacent comme on dit, et ben là c'est assez efficace, ça peut remplacer beaucoup des rituels notamment, parce que là c'est un éphémère, il faut le rappeler, beaucoup des rituels qui font regard 1, piocher, voilà, des trucs comme ça. Ici, on a contemplé le multivers, littéralement, qui est en fait un double opt, hein, regard 2 puis piocher 2 cartes. Donc voilà, ça reste très efficace. Bien évidemment, sans la prédiction, ça devient un peu moins intéressant, mais bon, ça reste toujours assez sympa et assez efficace à jouer. Le batailleur du cosmos, un cheval et esprit avec le flash et le vol, qui coûte 3 et un bleu, c'est une 3-3, et il dit que prédire des cartes de votre main coûte 1 mana de moins et peut se faire pendant le tour de n'importe quel joueur. Alors, et du coup, le coût de prédiction coûte 3, dont un bleu. Alors, prédire les cartes, c'est bien le fait de les mettre en exil. Donc, du coup, voilà, vous n'allez pas réduire le coût de prédiction, le coût alternatif de prédiction, pour pouvoir les lancer. Donc, ici, bien évidemment, le batailleur du cosmos, bah voilà, c'est la carte qui va nous dire, ok, vous aimez bien prédire les cartes, bah vous allez pouvoir le faire aussi en éphémère. Et ça, c'est assez énorme, parce que, du coup, normalement, on peut les faire que en rituel pendant notre tour, ce qui est un petit peu, voilà, c'est sympathique, mais malheureusement ça nous restreint beaucoup. Le batailleur du cosmos, lui, va nous permettre, bah, ok, c'est la fin du tour du joueur précédent, ok, bah, je vais dire, au début de l'étape de fin, hop, je vais mettre autant de cartes en prédiction, voilà, hop, les exiler, tout ça. En plus ça me coûte moins cher, ça me coûte que 1 mana à chaque fois, c'est fort, c'est efficace. Donc vraiment bien, et je pense que tous les jeux qui vont vouloir jouer prédiction, évidemment ils vont le jouer. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment à avoir d'utilité. L'invocateur de cyclone, un géant et sorcier 7-7 pour 7 dont 2 bleus. Quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé depuis votre main, renvoyez tous les permanents dans les mains de leurs propriétaires, excepté les géants, les sorciers et les terrains. Wow. Ok, d'accord. Alors, ceux qui se plaignaient de faille cyclonique, bah voilà, c'est un peu la même, sauf qu'ici c'est un peu plus équilibré, c'est une créature bien évidemment, et surtout derrière, bah ça renvoie également vos propres permanents, sauf les géants, les sorciers, les terrains. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, je trouve ça assez sympathique. Alors du coup, on peut jouer dans un tribal sorcier, on peut jouer dans un tribal géant, on peut jouer dans du contrôle de manière générale, parce que ça laisse quand même un gros body derrière, ce que Faille Cyclonique ne fait pas normalement, hein, voilà. Donc c'est vraiment sympa. Après, évidemment, le cheating mana cost ici, il est interdit. Voilà, c'est à moins que vous ayez moyen de réduire le coût d'une manière ou d'une autre, mais dire je vais simplement la mettre en jeu via un effet X ou Y, non. Il faut le lancer, et il faut qu'il soit lancé depuis votre main. Donc voilà, vous n'avez pas vraiment moyen de le cheater de manière trop conséquente, quoi. Sapiens sculpté, un éphémère neigeux qui coûte 5 dont 2 bleus, et il regarde X étant la quantité de mana neigeux dépensée pour lancer ce sort, puis piocher 3 cartes. Alors, je vous avoue que, déjà de base, juste se dire, ok, pour 5 mana en éphémère je pioche 3, c'est plutôt correct. On est sur quelque chose qu'on avait déjà vu, etc. Mais juste le fait d'avoir le regard X disponible, ça va vous inciter bien évidemment à jouer beaucoup de terrains neigeux de base, bien évidemment, hein, voilà. Mais c'est très efficace. En fait, ça suffit largement à rendre la carte beaucoup plus intéressante, parce que si vous avez dépensé 5 mana neigeux, ça veut dire que vous allez faire un regard 5, puis ensuite vous piochez 3. C'est quand même un filtrage de taré, hein, il faut le dire. Donc c'est un bon gros filtrage des familles, ça fait plaisir. Et en tout cas, ouais, c'est une bonne carte de pioche en tout cas. Le Kraken brise-glace, une créature neigeuse Kraken qui est une 8-8 pour 12, dont 2 bleus. Et ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque terrain neigeux que vous contrôlez. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, les artefacts et les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de ce joueur. Et renvoyez 3 terrains neigeux que vous contrôlez dans la main de leur propriétaire. Renvoyez le Kraken brise-glace dans la main de son propriétaire. Ok, on va se calmer 2 secondes. Hein. Alors donc... ici on est sur du full neigeux. Le but c'est qu'on réduise son coût le plus rapidement possible. Alors bon, du coup si on évalue un petit peu, voilà, on se dit il coûte 12 mana, si on a 6 terrains neigeux, on peut le lancer au tour 6. Voilà. Mais uniquement avec des terrains neigeux par contre, hein, voilà, il faut absolument qu'on ait ça. Le problème aussi, c'est qu'il ne se base que sur les terrains neigeux et non pas sur le nombre de permanents neigeux, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même des créatures, des enchantements, des artefacts éventuellement qui peuvent être joués, et qui auraient pu être intéressants pour le Kraken brise-glace, mais ça a peut-être été un petit peu trop pété, on va le dire, hein, voilà quand même. J'aime bien la capacité voilà, qui va bloquer au moins pendant un tour un joueur, c'est suffisant parce que voilà, enfin, je veux dire, artefacts et créatures, ça va quand même
bien le ralentir, hein. On a quand même tendance à jouer beaucoup d'artefacts dans le jeu, il paraît. Donc oui, c'est sympa. Après, bon, voilà, est-ce qu'on peut le blinker, le remettre en jeu régulièrement? Voilà, mais peut-être, voilà. Je pense que dans un jeu blink, il sera très bien, évidemment. Parce que, voilà, les jeux blink, ça veut dire que vous n'aurez pas à le renvoyer en main, en renvoyant en main en plus des terrains, parce que ça fait quand même 4 cartes qui retournent dans votre main, c'est un petit peu, wow, d'accord, ok. Mais derrière, au moins, vous allez pouvoir le blinker, le fliquer, juste pour bloquer un maximum les adversaires. Donc ça peut être une très bonne carte pour bloquer un petit peu, pour contrôler un petit peu les adversaires. Mais ça va demander un setup très particulier, neigeux, blink, flic, voilà. L'annonciatrice de Carfel, un zombie et sorcier 1-3 pour 2 dont un bleu, vous l'engagez pour ajouter un bleu, que vous ne pouvez dépenser ce mana que pour prédire une carte de votre main, ou lancer un sort d'éphémère ou de rituel. Alors, c'est quand même vachement rare d'avoir des générateurs de mana dans d'autres couleurs que le vert. Et là, ici, on est en bleu, donc littéralement une des couleurs qui a tendance à moins le faire. Et ce que j'aime bien, c'est que, alors on a le côté prédiction, d'accord, donc si vous jouez un deck prédiction, je pense que ça vous fera plaisir, mais aussi le côté éphémère ou rituel, pour les lancer, donc du coup, tous les decks Spellslinger, tous ceux qui veulent lancer des éphémères et des rituels, eh ben, ce sera cool, c'est littéralement une bonne créature qui est intégrée dans pas mal de decks, en fait, et c'est un générateur de mana, donc moi je suis toujours, wow, c'est génial. Ouh, la carte suivante, c'est le reflet mystique, un éphémère qui coûte 2, dont un bleu. Choisissez une créature non légendaire ciblée. La prochaine fois qu'au moins une créature ou un Planeswalker arrive sur le champ de bataille ce tour-ci, ils arrivent comme des copies de la créature choisie. Et avec un coût de prédiction de 1 bleu. Oui, on a réussi à faire un coût de prédiction encore moins cher, alors que la carte coûte 2 mana de base. Rendez-vous compte. Je suis... Waouh. Enfin, il n'y a même pas que moi, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont waouh face à cette carte, parce qu'en fait... C'est une énorme carte de contrôle, on dirait pas, hein, parce qu'en fait vous pouvez faire littéralement le jeu copie, c'est-à-dire, ok, j'ai une bonne créature sur le champ de bataille, j'ai un maître biomancien, le machin qui... non, pas le maître biomancien, j'ai oublié comment il s'appelle, le machin qui dit si jamais vous en avez 4 au début de votre étape de fin, vous avez gagné la partie, au début de votre transition, je sais plus, enfin bon bref, voilà. Mais du coup, avoir des copies disponibles, ça reste quand même assez pété. Donc pouvoir faire une copie d'une créature qui est déjà sur le champ de bataille, qui fait beaucoup de value, c'est intéressant. Alors après, c'est uniquement la prochaine fois, c'est pas toutes les créatures du tour non plus, parce que sinon ça serait quand même un petit peu con. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, enfin 2 choses qui m'ont beaucoup fait rire, c'est cette carte-là avec une créature en fait qui a des marqueurs sur elle, qui est une 0-0 avec X marqueurs sur elle. Bah du coup, si jamais quelqu'un veut jouer une grosse bête, vous choisissez votre créature avec X marqueurs sur elle, qui est une 0-0, une hydre, une baliste ambulante, tout ça. Et du coup, la créature va arriver en tant que copie, sauf qu'elle arrive pas en tant que copie avec les marqueurs, elle arrive en tant que copie en tant que 0-0. Donc du coup, c'est littéralement comme si vous aviez un contre-sort pour des sorts qui ne peuvent pas être contrecarrés. Ça peut être très très intéressant pour ces créatures et ces Planeswalkers-là, où littéralement, il n'y a pas moyen de les contrecarrer. Ah bah ouais, c'est dommage. Bah écoute, voilà, il est mort. Voilà, c'est une 0-0, il est mort. Ou alors je le transforme en mon petit Manador, que c'est un petit elfe 1-1, voilà. Et puis c'est tout. Et étant donné que c'est permanent, tant que la créature évidemment n'a pas quitté le champ de bataille, ça va être très compliqué à gérer, parce que voilà, la personne elle va devoir pouncer sa propre créature, la tuer, enfin bon, ça fait que littéralement, c'est comme si vous avez fait un contre-sort, quoi. Après, il y a aussi autre chose qui m'a intéressé, je vais vous le donner, c'est un petit tips, ça va être Vengeur de Zendikar avec Reflet Mystique. Et bien pourquoi le Vengeur de Zendikar? Parce que Vengeur de Zendikar arrive sur le champ de bataille, il va vouloir vous créer X jetons de plantes correspondant au nombre de terrains que vous contrôlez. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à jouer Reflet Mystique, et tous les jetons donc, du coup, qui vont arriver en même temps, normalement la prochaine fois, eh bien, à la place d'arriver en tant que 0-1 plante, ils vont arriver en tant que copie de Vengeur de Zendikar, et du coup, ils vont à nouveau déclencher leur effet, chacun recréer du coup pour chacune des plantes à nouveau, donc pour chacune des plantes qui ne seront pas des plantes, pour chacun de vos terrains, vous allez recréer à nouveau des 0-1 plantes, et du coup ça va faire énormément de jetons, voilà. Et il paraît que derrière vous n'avez plus qu'à bourriner. Continuons avec le bleu, avec la forme du corbeau, un rituel qui coûte 3 dont un bleu. Vous exilez un artefact ciblé ou une créature ciblée, son contrôleur crée un oiseau, 1-1 avec le vol, et il a un coût de prédiction de 1 bleu. Encore une fois, c'est très puissant, on est sur une carte de gestion, alors qu'il y a une commune, encore une fois, c'est quand même dingue, mais en fait ça reste une excellente carte, parce que juste vous allez pouvoir gérer des artefacts gênants, quand même quelque chose que le bleu ne faisait pas vraiment. Il avait tendance à gérer les créatures, ok, mais en exilant ici, on est sur de l'exil en bleu. C'est très très intéressant, même si vous donnez un petit Zozio à un adversaire, je pense que bon, vous allez pouvoir gérer un petit peu la chose.
les reflets de Lijdjara, un enchantement qui coûte 5 dont un bleu, et au moment où il arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature, et chaque fois que vous lancez un sort du type choisi, copiez ce sort. Donc là on est vraiment sur de la pure value, le genre de truc en fait qu'on a tendance à beaucoup aimer quand on joue tribal. Alors bon, tribal avec du bleu, il y a des choses faisables, hein. Il y a beaucoup de tribaux qui peuvent jouer avec ça, hein. Les ondins par exemple, eux, ils vont être très contents de pouvoir faire des copies systématiques. Donc voilà, il n'y a pas de coût supplémentaire à payer, c'est les 5 mana. Alors après ça peut arriver un petit peu tard dans votre partie, dans votre plan de jeu, certes, mais ça reste extrêmement efficace. D'autant plus que il ne précise pas que c'est un sort de créature en fait. Vous choisissez un type de créature certes, mais je vous rappelle qu'il y a des sorts d'éphémères, de rituels, des enchantements, qui ont des sous-types de créatures, et du coup ça veut dire que vous les copiez également. Et comme il le précise, une copie d'un sort de permanent devient un jeton. Donc du coup vous pourriez très bien avoir des jetons par exemple d'enchantement ondin. Voilà, certains sont très efficaces il paraît. La rune bleue c'est la rune de vol, un enchantement aura et rune, du coup qui coûte 2 dont un bleu, voilà, et qui enchante un permanent. Quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, classique, et tant que le permanent est enchanté est une créature, il a le vol, et tant que le permanent enchanté est un équipement, il a, la créature équipée, a le vol. Eh ben, c'est efficace, c'est fort, le vol étant une des meilleures capacités d'évasion, bah oui, voilà, c'est top, et ça coûte pas cher. Super, rien à dire. Dernière carte du bleu, ça va être Je t'ai vu, un éphémère qui coûte 3 dont 2 bleus, qui contrecarre un sort ciblé, et évidemment, il a la prédiction, voilà, pour 1 et 1 bleu. Alors, c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup, parce que bon, le sort en lui-même, pour 3 mana contrecarrer un sort, c'est un classique, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais juste le fait de pouvoir contrecarrer à la place pour 2 mana, alors certes, il faut avoir payé la prédiction, mais on s'en fiche, parce qu'il y a toujours l'effet de surprise, hein, face cachée, tout ça. Donc, ça reste un très bon contre-sort juste parce qu'il y a cette flexibilité là. Si vous avez besoin de le lancer directement parce que vous avez que 3 mana et que voilà, il faut le lancer maintenant, il n'est pas exilé, eh ben voilà, vous le lancerez comme ça. Mais sinon vous avez la flexibilité de pouvoir le payer moins cher en ayant investi auparavant. Donc, wow. Passons maintenant au noir, on a beaucoup de choses à dire sur le noir. Du sang sur la neige, c'est notre première carte, un rituel neigeux qui coûte 6 dont 2 noirs. Vous choisissez l'un, vous détruisez toutes les créatures ou vous détruisez tous les planeswalkers, puis renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ou de planeswalker avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X, X étant la quantité de mana neigeux dépensée pour lancer ce sort. Waouh. Alors là, je dois quand même vous avouer, on a une Vrasse à créature ou à planeswalker, ce qui est quand même extrêmement rare dans Magic, on va quand même insister là-dessus, c'est extrêmement rare, et en plus derrière, on a un sort de réanimation intégré. Ça paraît quand même un peu fumé, hein, il faut le dire. Alors certes, du coup, la créature qu'on pourra réanimer au maximum, la créature ou le planeswalker, hein, sera au maximum avec un coût converti de mana de 6. Ça limite un peu les choses, voilà. On va dire qu'on peut pas faire non plus trop de conneries. Mais c'est largement suffisant en fait. Parce que déjà, une Vrasse intégrée, une réanimation en plus avec un coût converti de mana jusqu'à 6, c'est largement suffisant. Je veux dire, pour ce coup de mana là, à 6 mana, je vous avoue que du sang sur la neige, bah si j'intègre pas mal de permanents neigeux, notamment de terrain neigeux, je pense que je vais m'intéresser au fait de le mettre dans les decks, quoi, voilà. Démon aux runes brûlantes, une créature démon et berserker, 6-6 pour 6 dont 2 noirs, qui a le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque exactement 2 cartes avec des noms différents qui ne sont pas appelés démons aux runes brûlantes, ah oui quand même, hein. Si vous faites ainsi, révélez ces cartes, un adversaire choisit l'une d'elles, mettez la carte choisie dans votre main et l'autre dans votre cimetière, puis mélangez votre bibliothèque. Alors là, waouh! On se retrouve face à une carte qui dit littéralement « Écoute, j'ai été chercher mes 2 conditions de victoire, laquelle tu veux voir jouer ?» C'est un petit peu ça. Voilà, donc c'est efficace, c'est vraiment puissant en fait, puisque en plus, si jamais vous jouez éventuellement avec le cimetière, bah en fait, la carte qui va finir au cimetière, ça peut très bien être un outil que vous allez réanimer plus tard, par exemple, c'est marrant. Donc vraiment, oui. Qui plus est, ben, vous pouvez très bien aussi aller chercher un sort de réanimation d'un côté et une créature très importante pour votre jeu de l'autre côté. Donc du coup, bah, soit vous récupérez directement la créature, soit vous allez lancer le sort de réanimation pour récupérer la créature qui aura été mise au cimetière. Donc dans tous les cas, fuck it, voilà, j'ai envie de dire. Donc le démon est très important, il fonctionne très bien avec les jeux qui jouent avec le cimetière, mais aussi avec les jeux qui ont de multiples conditions de victoire en fait, ou des cartes qui sont en fait des cartes récurrentes, c'est-à-dire des cartes qui vont avoir le même effet, et du coup, bah, peu importe celle que vous aurez, bah, vous aurez l'effet que vous avez envie. Donc, c'est très efficace, très intéressant, et en plus, bah, si vous voulez jouer un petit peu Blink avec le démon, bah, ça fait plaisir aussi, quoi. La peur paralysante, un rituel qui coûte 4 dont 2 noirs, choisissez un type de créature, les créatures qui ne sont pas du type choisi gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour,
Intéressant, si vous jouez tribal, c'est assez intéressant. Le -3/-3 devrait gérer pas mal de cartes. Bon, évidemment pas toutes, mais ça peut faire également une différence, notamment avant les phases de combat, ou même après, du coup. Donc ça peut vraiment entamer les jeux des adversaires. Voilà, c'est une bonne carte de tribal. Ensuite, on a le nécromancien Draugr, une créature neigeuse zombie éclair, non, il n'y a pas de sous-type Draugr, qui coûte 4 dont 1 noir, c'est une 4/4, si une créature non jeton qu'un adversaire contrôle devrait mourir, exilez cette carte à la place avec un marqueur glace sur elle, et vous pouvez lancer des sorts parmi les cartes exilées que votre adversaire possède avec des marqueurs glace sur elle, et vous pouvez dépenser du mana de source neigeuse comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ces sorts. Alors oui, les fans de Skyrim, les Draugr, voilà, vous connaissez, un sous-type de zombie, donc voilà, bon. Donc pour entrer dans le vif de la carte quand même, intéressant, très intéressant, j'aime beaucoup en fait, parce que du coup, le fait de remplacer littéralement les cartes qui sont censées mourir par, littéralement, je vais te les piquer et puis je pourrai les jouer plus tard, lol, voilà, bon, les créatures, c'est sympa, ça me rappelle beaucoup Kalitas numéro 2, de la même façon, lui il faisait des zombies à la place, voilà, bon, c'était sympathique, mais c'est quand même mieux de pouvoir récupérer les cartes directement. Après, là, on est sur une logique très neigeuse. C'est qu'il nous faut des sources neigeuses pour faire... pour dépenser du mana de n'importe quel... comme on le souhaite, en fait. Donc ce mana neigeux, il va nous permettre de sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire la zone de l'identité colorée de notre deck. Après, si vous avez des cartes, voilà, des terrains notamment qui permettent de faire des couleurs en dehors de votre identité colorée, évidemment, ils seront également très utiles pour le nécromancien Draugr. Mais j'aime bien. C'est un principe qui est simple, qui est efficace, et il a bien été mis en place. Après bon, il faut que le nécromancien Draugr reste sur le champ de bataille, sinon vous pouvez pas le lancer. Mais ça reste très intéressant, donc j'aime bien ce nécromancien. Il est sympa, il est sympa pour vous, pas pour les adversaires bien évidemment. Onirovore, un démon éclair qui coûte 2, dont 1 noir, c'est une 0/3, et chaque carte non-terrain dans votre main, sans la prédiction, a la prédiction. Son coût de prédiction est égal à son coût de mana réduit de 2. C'est-à-dire que vous allez pouvoir littéralement, pour toutes les cartes non-terrain de votre main, les poser pour 2 mana en exil, bien évidemment face cachée comme d'habitude, et ensuite les lancer pour leur coût de mana -2. Ok, d'accord, donc c'est cool. Et en plus derrière, à chaque fois que vous prédisez une carte, donc que vous mettez une carte dans l'exil, avec la prédiction, l'Onirovore gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Wow. Ok, d'accord. Ouais. Il est vraiment très bien ce démon en fait. L'avantage c'est que c'est pas une grosse bête, donc du coup on a un converti de mana qui est très léger. Voilà, 0/3 pour 2, c'est évident. Mais derrière la capacité est extrêmement puissante parce que ça nous permet de cheater beaucoup de coups de mana, de pouvoir réduire en fait à quel tour on va pouvoir jouer et avec quelle quantité de mana on peut jouer du coup cet Onirovore. Donc vraiment très intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup de decks qui vont essayer de tester un petit peu, voir dans quel deck on peut jouer, etc. Mais il y a un potentiel. Le disciple Croc Ancêtre a une créature elfe éclair, une 1/1 pour 2 dont 1 noir. C'est une commune, et qui dit quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. C'est littéralement l'inverse de la visionnaire elfe. On avait eu un elfe récemment dans Commander Legends qui faisait ça à sa mort, là on l'a en effet à l'arrivée en jeu. Écoutez, c'est efficace, ça sera joué dans les jeux défauts, ça sera joué dans les jeux elfes, dans les jeux clairs. Ouais. La Valkyrie Éradicatrice, un ange et berserker 4/3 pour 4 dont 2 noirs, qui a le vol, le lien de vie, la défense talismanique contre les Planeswalkers, et qui a la vantardise, qui coûte 2 à activer, dont 1 noir, et en sacrifiant une créature également. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un Planeswalker. Alors je rappelle, la vantardise, on ne peut l'activer que si cette créature a attaqué ce tour-ci, y compris si vous voulez juste de la déclarer attaquante, voilà. Donc vous pouvez le faire en réponse à la déclaration des attaquants. Et une seule fois par tour, voilà, donc vous ne pourrez pas non plus abuser à fond. Donc voilà, alors ce qui est intéressant, c'est le body. On est déjà sur un 4/3 vol, lien de vie pour 4 en noir. Ok, d'accord, très bien. Et en plus, la défense talismanique contre les Planeswalkers, ça veut dire que tous les Planeswalkers qui sont là pour gérer les créatures, on s'en fout, littéralement. Et la vantardise qui va nous permettre, littéralement, de gérer soit les Planeswalkers, si les adversaires sont prêts à les sacrifier, soit de gérer les créatures, y compris celles avec l'indestructible, donc c'est quand même très fort. C'est symétrique parce que du coup c'est chaque adversaire, voilà, et bon, vous avez sacrifié une créature dans le processus, donc c'est cool. Mais je pense qu'il y a tellement de jeux qui voudront la jouer juste pour l'efficacité de la carte, quoi. Génial. Le voyage obsédant, un rituel qui coûte 6 dont 2 noirs. Choisissez un type de créature à envoyer sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de ce type depuis votre cimetière.
Si ce sort a été prédit, renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures de ce type depuis votre cimetière à la place, avec un coût de prédiction pour 7 non de noir, donc plus cher que le coût de base, mais en même temps, c'est complètement justifié ici. Puisque, renvoyer toutes les créatures d'un type choisi, en fait, on en a discuté, ça rappelle Horde du Patriarche. Horde du Patriarche, lui, malheureusement, qui renvoyait toutes les créatures du type choisi de tous les cimetières sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué, il y avait une probabilité de toucher également les decks adverses. Là, c'est uniquement vous. Donc du coup, bon, ça se justifie. 2 cartes de créatures à réanimer, c'est bien. Toutes les cartes pour un mana de plus, ouais. Ouais. Voilà, donc vraiment très très bien. J'aime beaucoup Voyage Obsédant et je pense que dans les decks tribaux, en noir, ça sera auto-inclus. À partir du moment, en plus, si jamais vous aimez bien les sacrifier vos créatures, et ben voilà, c'est le genre de truc qui va très très bien fonctionner dans votre deck. Pour la suite du noir, on va continuer avec Levé de l'effroyable armée de Marne, un éphémère qui coûte 3 dont 1 noir, qui crée X jetons de créatures 2 de noir zombies et berserker, X étant le nombre de créatures non jetons qui sont mortes ce tour-ci, et avec un coût de prédiction de 1 noir, oui vous avez bien entendu. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette levée de l'effroyable armée ? C'est un excellent sort en fait, une excellente réaction, on est en éphémère ici, il faut quand même le comprendre, donc du coup c'est à dire qu'on peut réagir à une vrasse adverse, tout comme on peut réagir à une de nos propres vrasses, parce que des fois, on va avoir envie de raser le board parce que bien évidemment le board sera bien trop rempli, et du coup on va avoir besoin de refaire des bodies juste derrière, et pour un seul mana après la prédiction, c'est pas cher. C'est pas cher, il faut l'avouer, on est vraiment dans une situation où ce genre de carte, ça va être auto-inclus, je pense, dans beaucoup de decks qui vont avoir tendance à raser les boards, qui vont avoir tendance à faire vraiment tout le boulot et à faire en sorte de gérer les boards adverses, même quitte à perdre le sien, on s'en fiche, parce que derrière, en fait, pour 1 mana ou 3 mana au maximum, si j'ai pas pu le prédire, vous aurez à nouveau des bodies disponibles, même s'il y avait beaucoup de jetons, vous allez quand même en récupérer, ça coûte très peu cher, vous pouvez lancer derrière un porte-étendard de Liliana pour, en plus, piocher autant de cartes que de créatures qui sont mortes, et voilà, c'est la fiesta, on fait tout le boulot, et puis c'est terminé, y a plus rien à faire, là, c'est la cerise sur le gâteau, celui-ci. La rune noire, c'est la rune de mortalité, un enchantement aura et rune qui enchante un permanent, bien sûr, qui coûte 2 dont 1 noir, toujours, qui fait piocher quand il arrive sur le champ de bataille. Tant que le permanent enchanté est une créature, il a le contact mortel, et tant que c'est un équipement, il donne le contact mortel à la créature équipée. Oui, c'est fort. Je veux dire, le contact mortel est l'une des très bonnes capacités. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, c'est un petit peu léger, contact mortel et tout, il va peut-être fallu un petit truc en plus. Mais en fait, étant donné qu'on a aussi pas mal de commandants qui sont des pingers, donc c'est-à-dire qui infligent des blessures indirectes à des créatures ou à des joueurs, enfin notamment là c'est les créatures qui nous intéressent, du coup la rune de mortalité c'est le genre de contact mortel facile à avoir qu'on a tendance à vouloir jouer, du coup dans les decks avec ce genre de commandant pinger, parce que ouais, j'ai envie de retirer un marqueur, bam, et je te tue ta créature, parce que voilà, j'ai contact mortel, et tout, je suis trop méchant, voilà, c'est le genre de très bonne carte qui s'intégrera dans pas mal de decks. La vengeresse de Skemfar, c'est un elfe et berserker 3-1 pour 2 dont 1 noir, et à chaque fois qu'un autre elfe ou berserker non jeton que vous contrôlez meurt, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Alors là, tous les jeux elfes ou les jeux berserker qui ont envie de perdre des créatures, ce qui se fait de manière régulière, les jeux elfes, voilà, il y a un moment, on a quand même moyen de sacrifier un peu nos créatures et de les perdre, Du coup, la vengeresse de Skemfar, ça va être un moteur de pioche, notamment dans ces decks-là, et c'est très efficace, c'est largement suffisant pour ce qu'on a besoin. Et enfin, la dernière carte du noir, c'est l'ombre sage de Skemfar, une créature elfe éclair qui est 2-5 pour 4 dont 1 noir. Quand elle arrive sur le champ de bataille, choisissez l'un, chaque adversaire perd X points de vie, X étant le plus grand nombre de créatures que vous contrôlez qui ont un type de créature en commun, ou vous gagnez X points de vie, X étant le plus grand nombre de créatures que vous contrôlez qui ont des types de créatures en commun. Évidemment ici, je pense que la plupart du temps on va choisir la première solution parce que ça touche tous les adversaires en même temps, ce qui est génial. Et dans quel type de deck on va l'intégrer ? Les decks clairs, les decks elfes, les decks tribaux en général en fait. Alors pas forcément tous les tribaux, je veux dire mettre celui-ci dans un deck tribal, zombie, ça me semble un petit peu léger, les zombies ont moyen de faire d'autres choses, donc il n'y a pas forcément besoin de celle-ci. Mais ça reste une excellente carte avec un très bon effet d'arrivée en jeu. On passe maintenant au rouge. Le rouge un petit peu plus en retrait dans cette édition. Voilà, les commandants sont très bien, mais les cartes, un petit peu moins. Le porteur de calamité, c'est une créature géant berserker 3-4 pour 4, dont 2 rouges. Si une source géant que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige à la place le double de ses blessures à ce permanent ou à ce joueur. Oui,
Oui, c'est bien. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Si vous jouez géant, si vous jouez Brion Bombra par exemple, c'est extrêmement puissant, donc c'est très intéressant. Honnêtement, vraiment, je suis très content, c'est une bonne carte. Berserker sans dragon, un humain, et Berserker 2-2 pour 2 dont un rouge qui a l'initiative, et les capacités de vantardise que vous activez coûtent 1 de moins à activer pour chaque dragon que vous contrôlez. Spécifique. Et il a la vantardise pour 5 dont un rouge, vous créez un jeton de créature 5-5 dragon avec le vol. D'ailleurs, je me rends compte ici qu'il y a un petit truc qui cloche au niveau de la carte, c'est qu'il y a les 2 points qui ont été oubliés entre le coup de mana et le fait de créer la créature. C'est assez étrange, mais c'est bien une capacité activée. Vous pouvez le faire du coup une seule fois par tour quand la créature a bien attaqué ce tour-ci. Donc ouais, c'est intéressant parce que du coup, il réduit finalement son propre coût. Il fait quand même une 5-5 vol pour 5 de base. Donc ça reste intéressant mine de rien, bon ça peut être un bon mana sync à un moment clé. Après est-ce que ça va être une bonne carte de vantardise? Bah oui, mais en fait il n'y a pas tant de bonnes cartes de vantardise que ça, donc du coup c'est un peu léger. Après avec Birgi qu'on a vu dans la dernière vidéo, ça peut être très intéressant, mais je suis pas sûr qu'un réel deck vantardise puisse voir le jour d'un seul coup. Donc ça reste intéressant, mais c'est très spécifique quoi. Frappe double, un éphémère qui coûte 2 rouges, qui dit que quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel avec un coût quartier de mana inférieur ou égal à 4, ce tour-ci, copiez ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie, et il a un coût de prédiction de 1 rouge. Alors bon, honnêtement, entre les 2 coups, je vois pas vraiment la grosse différence, hein, bon voilà. Après ça reste intéressant, ça permet de copier quelques sorts qui peuvent être vraiment efficaces. Bon, pourquoi pas quelques sorts de gestion à bas coût. C'est intéressant, mais c'est pas non plus une carte dégénérée, ça peut vraiment être sympa. Le dragon d'Orpon, un dragon, voilà, bah vous l'avez deviné, qui coûte 5 dont 2 rouges, 4-4 vol célérité, et à chaque fois qu'il attaque ou qu'il devient la cible d'un sort, vous créez un jeton trésor, et les trésors que vous contrôlez vous pouvez l'engager, le sacrifier, pour ajouter 2 mana d'une seule couleur de votre choix. Pardon. Alors, très bon dragon, de manière générale, parce que déjà les statistiques sont très bien. Le fait que en plus quand il attaque, il va nous créer un trésor, donc ça veut dire que techniquement, il nous a plus ou moins coûté que 4 mana, puisqu'il va en créer un supplémentaire quand il va attaquer au moment où il arrive en jeu, puisqu'il a la célérité, c'est beau. Et en plus derrière, littéralement, il nous double les manas créés par les trésors. Alors, si vous comptiez faire un deck trésor à un moment, je pense que c'est le dragon, la carte dont vous n'allez pas pouvoir vous passer. Il y en a probablement d'autres, bien évidemment, mais en rouge, ça va être la grosse carte que vous allez avoir envie de jouer, parce que doubler les manas fait par les trésors, c'est très efficace. Ça va permettre vraiment de rendre toute cette mécanique beaucoup plus puissante, d'autant plus que ces trésors, on les retrouve de manière récurrente depuis quelques éditions déjà, quelques années je devrais dire. C'est fort. J'ai envie de voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, il y a un potentiel derrière qui est assez dégénéré. Le porteur de séisme, un géant et berserker qui coûte 5 dont 2 rouges, c'est une 5-4, vos adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie, hahaha, joke on you. Et au début de notre entretien, le porteur de séisme inflige 2 blessures à chaque adversaire. Cette capacité ne se déclenche que si le porteur de séisme est sur le champ de bataille, ou si le porteur de séisme est dans votre cimetière et que vous contrôlez un géant. Et il a un coût de prédiction pour 4 dont 2 rouges. What? Alors la formulation est assez étrange sur la capacité déclenchée, mais bon, je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai que c'est intéressant quand même que même si on l'a dans le cimetière et vous contrôlez un géant, littéralement il va continuer à faire ses blessures. Et en plus il fait 2 blessures à chaque adversaire. Alors c'est que au début de votre entretien, mais c'est suffisant, ça va pouvoir pinguer un petit peu, ça va être joué dans du groupe slug pour infliger des blessures régulières aux adversaires. Après il faut qu'on ait d'autres géants qui sont intéressants à mettre dans le deck, bien évidemment. Le coût de prédiction, voilà, il est un peu réduit, mais je le trouve déjà... Le coup de base est déjà sympathique, donc bon, il y a pas grand chose à dire dessus. Après, la capacité, les adversaires peuvent pas gagner de points de vie, évidemment, uniquement quand il est sur le champ de bataille, bien sûr. Ouais, c'est déjà pas mal du tout. Donc ouais, ça va être le genre de blocage que les adversaires vont pas trop apprécier. Équipage téméraire, un rituel. Alors là, vous allez me dire, mais what? C'est un équipage téméraire? Oui, mais il coûte 4. Dont un rouge, et vous créez X jetons de créatures 2-1 rouge, nain et berserker, X étant le nombre de véhicules que vous contrôlez, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Pour chacun de ces jetons, vous pouvez lui attacher un équipement que vous contrôlez. Waouh! Donc, alors du coup, pour les decks véhicules, c'est bien, pour les decks équipements, c'est bien aussi. Parce que bon, alors, les decks équipements, vous n'êtes pas obligé d'attaquer, voilà, c'est vous d'attacher ces équipements, donc c'est un vous pouvez. Heureusement, parce que bon, les 2-1, j'ai pas forcément envie de leur mettre tous les équipements, alors que bon, techniquement, il y a peut-être une de mes autres créatures qui sera plus à même de les utiliser de manière efficace. Mais c'est largement suffisant en fait, déjà des 2-1 pour les pilotages de véhicules, ça sera suffisant pour piloter des gros véhicules éventuellement, donc, et ça a moindre coût de mana, on est qu'à 4 mana, donc ça peut créer beaucoup de jetons,
et c'est assez impressionnant, j'aime beaucoup cette carte. La rune rouge, c'est la rune de vitesse, qui coûte 2 dont un rouge, quelle surprise, et c'est une aura et rune bien évidemment qui enchante un permanent. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte, oui bien sûr, et tant que le permanent enchanté est une créature, il a une +1/+0 et a la célérité. Et tant que le permanent enchanté est un équipement, il a la créature équipée, il y a une +1/+0 et a la célérité. Je suis... ouais, c'est sympa. Après, le problème pour moi, notamment des cartes qui donnent la célérité en one-shot, en fait, ou qui le donnent comme ça en enchantement, mon problème, c'est que du coup, ça veut dire qu'on a joué la créature, et ensuite, on a joué l'enchantement. Donc du coup, ça veut dire qu'on a quand même 2 coups de mana à calculer, c'est celui de la créature qu'on a voulu lancer, et celui de la rune de vitesse. Enfin, autant dire que, du coup, je suis pas sûr que ça soit réellement efficace. Après, ça reste un truc qui donne la célérité, ça peut être intéressant dans certains cas, avec certaines créatures, etc. Donc, ça se joue, il y aura probablement des decks qui vont l'utiliser, donc voilà, la rune de vitesse. Et la dernière carte du rouge, c'est une excellente carte, c'est la tromperie selon Tibalt, un éphémère qui coûte 2 dont un rouge. Contrecarrer un sort ciblé, oui, vous avez bien entendu. Choisissez 1, 2 ou 3 au hasard, son contrôleur meule autant de cartes, puis il exile des cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain avec un nom différent de celui de ce sort. Donc voilà, du sort qui était contrecarré. Il peut lancer cette carte sans payer son coup de mana, il met ensuite les cartes exilées au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est un contre-sort, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est un contre-sort en rouge pour 2 avec un seul mana rouge nécessaire. C'est fort, c'est largement suffisant, en plus l'adversaire il meule des cartes dans le processus, du coup ce qui fait qu'il ne peut pas ou très peu contrôler le dessus de la bibliothèque parce que le problème c'est qu'à partir du moment où le sort a été, et on est en train de le résoudre, il pourra pas faire une toupie de divination du sensei en réponse en disant voilà je vais placer, parce que vous avez fait un 1, non on s'en fout. C'est à partir du moment où le sort est en train de se résoudre, c'est fini. Du coup, il n'y a aucune réponse possible, et juste, il va perdre ses cartes dessus de la bibliothèque déjà, ce qui est énorme. Alors oui, après, il va exiler jusqu'à révéler un sort, mais le truc c'est que généralement, si jamais vous êtes dans une méta un peu plus optimisée, j'ai envie de dire, eh bien, vous allez avoir des sorts qui sont plus impactants que d'autres. Vous allez avoir les sorts de combo, et là vous allez dire, ok, il faut que je contrecarre, je suis en rouge, j'ai tromperie selon Tibalt, c'est génial. Donc vraiment, c'est une possibilité et une réponse assez dingue, même si derrière vous donnez quand même de la value à l'adversaire. On est en rouge, on a le côté un peu distorsion chaotique qui se retrouve ici, mais c'est largement suffisant en fait. Passons maintenant au vert. Le vert a quelques cartes intéressantes pour nous, et on va aborder tout de suite le gros morceau, c'est le mammouth de bataille, voilà. C'est une créature éléphant 6-5 qui coûte 5 dont 2 verts, qui a le piétinement, et à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous pouvez piocher une carte. Et il a un coût de prédiction à 4, dont 2 verts. Ah là là, vous vous souvenez quand on disait que le vert était trop puissant, là on se retrouve encore avec une carte qui fait exactement ça. C'est-à-dire que pour 4, vous allez pouvoir lancer un mammouth 6-5 piétinement. Rendez-vous compte un petit peu du truc. Je veux bien que c'est bien d'avoir des grosses bêtes, mais en plus cette carte donne quand même un card advantage assez intéressant, c'est littéralement... T'essaies de me gérer une de mes créatures, t'inquiète pas, je vais essayer de faire en sorte d'en tirer de la value avec la pioche supplémentaire. D'autant plus que ça inclut également les capacités, donc du coup ça devient vite assez débile. Et c'est un You-May, donc du coup vous n'êtes pas obligé de piocher, donc il n'y a aucun défaut en fait. La carte est très bien, c'est quelque chose qui sera joué dans les decks grosses bêtes, les decks où justement on a beaucoup de créatures ou de permanents qu'on veut qui soient pas trop emmerdés, du coup on piochera quoi. La bénédiction de gel, un rituel neigeux qui coûte 4 dont 1 vert, c'est distribuer X marqueurs +1/+1 entre n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez, X étant la quantité de mana neigeux dépensée pour lancer ce sort. Puis piochez une carte pour chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez. Donc là on se retrouve avec un effet qui ne nécessite pas forcément qu'on utilise du mana neigeux, même si c'est vrai que ça reste assez intéressant de pouvoir dire ok je vais mettre 4 marqueurs, donc du coup je peux très bien faire en sorte que mes créatures 3-3 ça devienne des 4-4 et du coup piocher plus de cartes, mais en fait dans un deck où vous allez déjà jouer des grosses bêtes, dans un deck où vous allez déjà avoir ces fameuses grosses bêtes et sa carte de force, du coup c'est largement suffisant, bénédiction de gel tout seul, dire ok je vais piocher pour toutes mes grosses bêtes quoi. Ça vaut autant que d'autres cartes qui existent qui sont peut-être parfois un peu plus chères en mana, qui font piocher pour toutes les créatures ou selon certaines conditions, mais ça reste une bonne carte de pioche en vert, conditionnelle malgré tout, parce que faudrait pas être trop débile non plus, et ça fonctionne bien avec d'autres cartes qui sont sorties récemment. Le combat dans le blizzard, un rituel neigeux, encore une fois du neigeux. Choisissez une créature ciblée que vous contrôlez et une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Si vous contrôlez au moins 3 permanents neigeux, la créature que vous contrôlez gagne +1/+0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour.
puis ces créatures se battent l'une contre l'autre. Oui, mais c'est fort en fait. Honnêtement, à partir du moment où vous jouez dans un deck neigeux, c'est évident que ça va être une très bonne carte parce que bon, ça coûte qu'un vert quoi. C'est se battre avec un +1/+0 et indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc du coup ça veut dire que derrière vous pouvez le faire en première phase principale et faire en sorte que pendant le combat il puisse bourrer et en fait on s'en fout parce qu'il est indestructible et puis bam, voilà dans ta tronche. Et c'est tout, mais c'est efficace en fait. Donc ça reste un bon removal, je pense qu'il va être bien intégré dans certains decks. Le maître de guerre elfe, un elfe et guerrier qui coûte 2 dont un vert, c'est une 2/2. Et à chaque fois qu'au moins un autre elfe arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 1/1 vert elfe guerrier. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et pour 7 mana dans le vert, les elfes que vous contrôlez gagnent +2/+2 et acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Wow, alors ouais, c'est pas mal. J'aime bien le fait qu'il y ait une temporisation. C'est-à-dire que ici, le maître de guerre elfe aurait pu littéralement dire ouais voilà, il y a un autre elfe qui arrive sur le champ de bataille, du coup boum, on fait un elfe, etc. Alors après, ils ont pas précisé elfe non jeton. Donc du coup c'est aussi pour ça, parce que sinon il y aurait une boucle, ça aurait été débile, donc une boucle infinie sur une seule carte, ça aurait été un petit peu con. Mais du coup ce qui est intéressant c'est que même les elfes jetons qui vont être créés par d'autres sorts, voilà, parce que ça existe, au moins ils vont pouvoir apporter un autre elfe supplémentaire. Ça c'est cool, j'aime bien, et le coup à 7 pour donner +2/+2 et contact mortel, c'est largement suffisant, c'est très efficace, ça rappelle beaucoup un peu Ezuri qui lui donnait +3/+3 et piétinement, mais du coup les deux ensemble devraient être très bien, parce que contact mortel, piétinement, après ça va demander beaucoup de mana à investir pour pouvoir activer les deux sur un même tour, mais c'est largement suffisant bien sûr. Le chariot d'Essika, un artefact légendaire véhicule qui coûte 4 dont un vert, c'est une 4/4 quand il est piloté avec un pilotage 4, et quand il arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créatures 2/2 vertes chat, et à chaque fois que le chariot d'Essika attaque, créez un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que vous contrôlez. Donc du coup vous faites de la copie de jeton, c'est sympathique, ça reste une 4/4 qui est assez intéressante, et en plus qui s'auto-pilote, j'ai envie de dire, puisqu'il crée directement les chatons qui vont pouvoir le piloter, donc c'est sympa, je veux dire, il n'y a rien à dire. Le truc est un peu à la cool et ça fonctionne bien, quoi. Alors après, bon voilà, il faut juste espérer qu'il n'y ait pas trop de créatures pour bloquer en face et détruire ce magnifique chariot. À la recherche de la noblesse, un nouvel enchantement qui coûte 2 verts. Au début de votre entretien, vous pouvez lancer un sort de permanent depuis votre main avec un coût converti de mana égal à 1 plus le coût converti de mana le plus élevé parmi les autres permanents que vous contrôlez, sans payer son coût de mana. Si vous ne le faites pas, regard 1. Le vert, stop, il faut stopper là, il faut arrêter, j'aime bien le vert, mais là c'est un petit peu too much quand même. Un enchantement qui ne coûte que 2. Donc du coup ça veut dire, imaginons, c'est le seul truc que vous avez sur le champ de bataille, et vous le posez au tour 2. Au début de l'entretien de votre tour 3, vous allez pouvoir lancer gratuitement depuis votre main un sort qui coûte 3. Alors que c'est à cause d'un play du tour 2. Je veux dire, pour moi, ce sort, à la recherche de noblesse, il est pas assez cher. Il devait coûter beaucoup plus cher. Et en plus, c'est quand même le truc qui est assez dingue, c'est que si vous ne pouvez pas lancer de sort équivalent au coût converti de mana le plus élevé, plus 1, vous faites regard 1 à la place. Et déjà, regard 1 systématique au début de votre entretien, pour 2 verts, c'est quand même pas mal, hein. Je vous avoue que là, on est à un niveau de débilité assez impressionnant. Alors, dans quel type de deck on peut jouer à la recherche de la noblesse ? En fait, à partir du moment où vous avez un deck qui a une curve assez harmonieuse, c'est-à-dire que vous avez les coups de mana qui s'enchaînent et pas des gros creux à certains moments, globalement, je vois pas pourquoi vous ne le jouerez pas, parce que il y a aucune contrainte, c'est juste, il faut que vous jouiez des permanents, c'est tout. C'est efficace, en fait. Donc, vraiment, je sais pas trop dans quoi ça va pas être joué. Malheureusement, je pense que c'est un peu la carte value, mais il va falloir faire gaffe. Est-ce que c'est réellement intéressant pour vous ? Est-ce que vous avez vraiment un intérêt à avoir parfois le regard 1 ? Je sais pas. Malheureusement, je pense que c'est la carte qui devrait être temporisée. Les gens vont vouloir la jouer beaucoup. Je sais, ça vous a probablement hypé tout ce que j'ai dit. Mais en fait, ça va se réduire au bout d'un moment. Ça va être, ouais, mais la carte, en fait, elle fait pas grand-chose. Elle fait juste que littéralement me cheater des coups de mana. Et peut-être que je vais la restreindre à certains decks où elle est vraiment très efficace et elle correspond mieux à ce que j'attends d'elle. Donc, voilà, ça va être de la simple value ou alors de l'over-value dans les decks qui sont tout à fait adaptés. Et ça, malheureusement, il va falloir tester un petit peu les decks dans lesquels ça pourrait fonctionner. On continue le vert avec le troll primaire qui coûte 3 verts, c'est une 4/4 troll guerrier, piétinement. Et quand le troll primaire meurt, si c'était une créature, renvoyez-le sur le champ de bataille. C'est un enchantement aura avec enchanté, une forêt que vous contrôlez, et la forêt enchantée elle s'engage pour faire 2 mana verts, et pour 1, et en l'engageant et en sacrifiant ce terrain,
vous créez un jeton de créature 4/4 verte, troll et guerrier engagé avec le piétinement. Ok, alors le troll primaire je l'ai mis pourquoi ? Parce que, bah déjà, il est 4/4 piétinement pour 3, mon dieu quoi, c'est assez horrible, il est vraiment débile. Et en plus derrière, quand il meurt ça va être un ramp pour votre deck. Donc du coup vous investissez du mana, 3 mana seulement, pour pouvoir ramper ensuite de 2 mana supplémentaires sur un de vos terrains. C'est quand même assez débile, hein. Je vous avoue, le truc est... toute la créature est très intéressante. Et après, derrière, la question que je me pose, c'est est-ce que vous allez vraiment utiliser ces capacités ou vous sacrifier le terrain ? Pas vraiment. Je veux dire, c'est pas très très utile, quoi. Le Marche Royaume, c'est un change-forme qui coûte 3, dont inverse, c'est une 2/3. Et il a le change-lin, donc tous les types de créatures, où qu'ils soient. Et au moment où le Marche Royaume arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de créature. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Et vous pouvez lancer des sorts de créatures du type choisi depuis là-dessus la bibliothèque. Alors ça me fait beaucoup penser au Vizir de la Ménagerie, qui faisait la même chose, mais avec toutes les créatures, en fait. Et c'est littéralement pareil, mais pour le tribal, et encore une fois, c'est une carte qui va juste s'intégrer complètement dans tous les decks tribaux, et en plus, le petit bonus, c'est également la Buy Box pour Kaldheim, donc du coup vous aurez moyen de l'obtenir quand vous achetez une boîte de booster. La rune verte, c'est la rune de puissance, attendez-vous à de la puissance d'ailleurs. Un enchantement aura et rune qui enchante un permanent, bien sûr, qui coûte toujours 2 dont un vert, qui fait piocher une carte quand il arrive sur le champ de bataille. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +1/+1 et le piétinement. Et tant que le permanent enchanté est un équipement, la créature équipée gagne +1/+1 et le piétinement. Et pourquoi est-ce que la rune verte a le droit à un +1/+1 et pas les autres ? Merde, voilà. Je ne comprends pas pourquoi cette rune, elle a le droit à ce boost là, alors que juste déjà le piétinement en bonus sur une créature pour 2, avec le fait de piocher une carte quand il arrive en jeu, c'était largement suffisant. Et là, non, c'est le +1/+1. Ah bah oui, mais attends, tu te rends compte, s'il a que 1 de force, le piétinement, ça va pas lui servir à grand chose. Oui, mais en même temps, j'ai pas tellement envie de jouer ça sur des créatures avec 1 de force. J'ai envie de le jouer sur des grosses bêtes et dire, vous avez le piétinement, quoi. Mais le +1/+1, il me semble un petit peu too much, quoi, par rapport au reste des runes. Je pense que c'est quelque chose qui déséquilibre pas mal l'équilibre des runes. Donc voilà, la verte, elle est très très bien. Et la dernière carte verte, c'est Tivarkel. Oui, on en a parlé plusieurs fois. Donc un Planeswalker légendaire Tivar qui coûte 4 mana dont 2 verts. Il arrive avec 3 de loyauté. Les elfes que vous contrôlez ont, engagez-les, ajoutez un mana noir. Wow. Donc du coup, ça c'est la capacité passive de Tivar. Le +1, mettez un marqueur +1/+1 sur jusqu'à un elfe ciblé. Dégagez-le, il acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Le 0, créez un jeton de créature 1/1 verte, elfe et guerrier. Et le -6, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois que vous lancez un sort d'elfe, il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et vous piochez 2 cartes. What ? Ok, alors du coup, Tivar, on va te dire tout de suite, si les elfes avaient pas un assez bon Planeswalker avec Freyalis, là ils en ont un très très bon. Parce que bon, le passif est génial, parce que du coup ça permet de fixer dans beaucoup de decks elfes en fait qui sont bicolores, le vert est dominant, mais le noir est quand même nécessaire sur certains sorts. Donc voilà, ça c'est un expert des elfes qui vous en parle. On peut vraiment jouer avec du noir en plus qui apporte pas mal de choses. Et donc le fait de pouvoir fixer en plus le noir avec nos elfes grâce à Tivar, c'est déjà ouais, ok, c'est pas mal du tout. Mais Manador qui faisait du vert, ils font du vert et du noir maintenant, c'est super. Le +1, alors bon, littéralement, du coup, si c'est un elfe à mana, vous le dégagez, donc du coup, vous pouvez faire à nouveau un mana, donc c'est un mana boost si on veut. Derrière, ça peut être simplement, écoute, j'ai un elfe qui est puissant, je vais lui donner le contact mortel jusqu'à la fin du tour, et en plus le booster, et en plus, s'il s'est engagé pour faire une capacité activée, je peux quand même l'utiliser, on s'en fout, voilà. Le 0 qui crée des jetons, c'est parfait, c'est quelque chose qu'on attend souvent des Planeswalkers, c'est qu'ils puissent se défendre un minimum. Et là, c'est complètement le cas. Pour 0, il perd pas de loyauté, et en plus, il crée un jeton elfe pour se défendre, donc c'est top. Et le -6, alors l'emblème, vraiment, là, il est complètement débile. Je veux dire, c'est juste, ton elfe qui gagne la célérité, du coup, si t'as encore Tivar sur le champ de bataille, ça veut dire qu'il fait du mana. Donc si tu lances un elfe à 1 mana, littéralement, il te fait piocher 2 cartes, et t'as rien perdu, parce que techniquement, il va pouvoir te faire du mana avec la capacité de Tivar, même si c'est du mana noir. Je sais pas, c'est tellement débile, et surtout, piocher 2 cartes à chaque elfe qui sont jouées, c'est quand même... En plus, c'est lancer un sort d'elfe. C'est-à-dire que les sorts, les enchantements et les éphémères tribaux, ça veut dire qu'ils vont vous faire piocher 2 cartes aussi. Donc ouais, c'est quand même bien dégénéré. Je trouve que Tivar, il a vraiment un niveau de puissance assez élevé pour un Planeswalker,
mais il tourne essentiellement autour du tribal. Donc du coup, on va se dire que comme le tribal est quand même sensible à certains trucs qu'on retrouve assez souvent en commandeur, du style les Vras, hein, voilà, par exemple, eh bien, Tyvar, il est vraiment là pour apporter une plus-value que ces decks tribaux n'ont pas assez. Après, le problème, c'est que c'est un tribal elfe. Le tribal elfe, il a déjà beaucoup de soutien. J'aurais peut-être préféré que ce soit une autre tribu qui bénéficie de ce genre de cartes. Mais bon, on va pas râler. C'est une bonne carte, c'est un bon ajout pour elfe. Et ma foi, je pense qu'il y a beaucoup de commandants qui vont commencer à le run. Passons maintenant au multicolore, et qu'est-ce qu'on a comme chose à dire sur le multicolore? Eh bien, déjà, il y a beaucoup de sagas, on va en parler énormément aujourd'hui, et oui, puisque les sagas, voilà, on est dans la mythologie, tout ça, bah oui, ça paraît plutôt pas mal, en effet, comme idée. On a la bataille de Bretagar, qui est encore une saga qui coûte 3, dont un vert et un blanc. Le 1, c'est créer un jeton de créature 1-1 blanche, humain et guerrier. Le 2, c'est créer un jeton de créature 1-1 verte et elfe et guerrier. Et le 3, choisissez n'importe quel nombre de jetons d'artefacts et ou de créatures que vous contrôlez avec des noms différents. Pour chacun d'entre eux, créez une copie, créez un jeton qui a donné une copie. Donc voilà. C'est très intéressant, parce que du coup, oui, tous les doubleurs de jetons, si vous le connaissez, les doubleurs de jetons qui existent, il y en a très peu, il y en a qui le font généralement en tant qu'effet de remplacement, qui disent voilà, à la place de créer autant de jetons, vous allez en créer le double, voilà, tout simplement. C'est efficace, ça marche bien, mais ici, nos jetons, ils sont déjà sur le champ de bataille, et on peut les doubler. La saga ne coûte pas cher, elle produit déjà 2 jetons à elle toute seule, bon, elfe et humain, mais on s'en fout, c'est des petites 1-1, voilà, comme on en a déjà vu pas mal, hein. Donc rien de transcendant, mais le troisième effet est largement intéressant, et même juste pour 3 mana, investir pour ces 2 petites créatures plus doubler le nombre de jetons, c'est largement suffisant, c'est top. La bataille de glace et de feu, c'est notre troisième saga, une saga qui coûte 5, dont un bleu et un rouge. Le 1, c'est que elle inflige 4 blessures à chaque créature non géant et à chaque planeswalker. Le 2 est un regard 3, et le 3, à chaque fois que vous lancez un sort avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 5 ce tour-ci, piochez 2 cartes puis défaussez-vous d'une carte. Je suis très content de cette carte déjà parce qu'en fait, pour 5 mana, littéralement, on a un truc qui va dire ok, je mets 4 à toutes les créatures, sauf les géants, mais bon, les géants sont pas très présents, à moins que vous fassiez justement vous-même un deck géant et que vous jouiez cette bataille de glace et de feu, ce qui est un petit peu l'objectif, il faut le dire. Le regard 3 est très intéressant également, voilà, ça permet toujours du filtrage, et surtout ça permet d'anticiper un petit peu la phase suivante, c'est-à-dire le numéro 3, où on va arriver, ok, je peux piocher 2, défausser une carte. C'est très intéressant, ça donne de la value supplémentaire, mais déjà rien que le 1, le 2 sont assez efficaces, et le 3 rajoute un petit truc en plus. Donc j'aime bien, c'est une carte qui est globalement très équilibrée dans chacune de ses capacités. Les ours de Littjara, c'est notre prochaine saga qui coûte 3, dont un vert et un bleu. Le 1 crée un jeton de créature 2-2 bleu change forme avec le changelin, donc du coup il a tous les types de créatures. Le 2 dit que n'importe quel nombre de créatures change forme ciblées que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 4-4. Et le 3 dit choisissez jusqu'à une créature ciblée ou un planeswalker ciblé. Chaque créature avec une force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à ce permanent. Waouh! Encore une fois, là, c'est une saga très logique, comme toutes les bonnes sagas. Et ici, celle-ci, c'est voilà, on a un change-forme changelin, super, donc du coup, là, tous les types de créatures, c'est bien. Ensuite, on peut changer tous nos change-formes en leur donnant une force et une endurance de base 4-4. Donc, c'est génial parce qu'en plus, c'est permanent, il n'est pas dit que c'est jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, on a un petit peu un gangbang de masse, j'ai envie de dire, où littéralement toutes nos créatures de force supérieure ou égale à 4 vont infliger des blessures équivalentes à leur force à un permanent ciblé, planeswalker ou créature. C'est largement suffisant pour gérer des grosses bêtes, ou juste pour gérer une menace qui serait un petit peu trop importante. Mais surtout ce que j'aime bien, c'est que du coup on est en bleu-vert, on a la couleur des change-formes, et en fait on peut en jouer énormément de ces couleurs-là, et juste dire, en fait, moi ça va être un moyen de transformer tous mes change-formes, même les plus petits, les petites 1-1, les petites 2-2, et juste dire ce sont des 4-4. C'est très puissant, et je trouve ça très efficace. Dans un deck qui voudrait jouer change-forme, c'est totalement acceptable. L'emprisonnement des dieux anciens, c'est notre prochaine saga, qui coûte 4 dont un noir et un vert. Le 1 détruit un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Le 2 va chercher dans notre bibliothèque une carte de forêt et la met sur le champ de bataille engagé, et on mélange la bibliothèque bien sûr. Et le 3, les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Alors déjà le 1, génial, je veux dire, permanent non-terrain détruit, c'est le top. Je veux dire, on n'a pas grand chose qui permet de le faire, mais on est en Golgari, donc c'est vraiment génial, on a une flexibilité énorme. Le 2
va nous chercher une carte de forêt non basique, donc on peut aller chercher également des Bilands, voilà, tout simplement, hein, et les mettre sur le champ de bataille engagé, c'est top. Voilà, je veux dire une carte de rampe en plus. Et derrière, en plus, on a le petit contact mortel au numéro 3. Je vous avoue que, à moins que vous jouiez vraiment un deck contact mortel, ou que vous avez envie, en fait, que vos créatures, je sais pas, vous jouez avec beaucoup de piétinement, par exemple. Piétinement contact mortel, c'est toujours parfait, bien évidemment. Et là, ça serait vraiment le top. Je vous avoue déjà que la capacité 1 et 2 sont largement suffisants, en fait, pour rendre cette carte intéressante, parce que gestion, rampe, en plus, pas forcément en basique, c'est déjà largement suffisant pour que ça soit jouable dans beaucoup de decks noirs-verts. Le massacre de Ciel Sang, une autre saga qui coûte 3, dont un noir et un rouge. Le 1 crée un démon berserker 2-3 avec la menace. Le 2 va dire qu'à chaque fois qu'un berserker attaque ce tour-ci, eh ben, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Et le 3 rajoute un rouge pour chaque berserker que vous contrôlez, et jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Voilà. Alors, je vous avoue que c'est très tribal, hein, voilà, on se retrouve autour des berserkers, il y en a pas mal en extension, il y en avait déjà d'autres qui existaient, en noir-rouge on a des bonnes couleurs pour soutenir cet archétype-là, on a déjà de la création de jetons, on a en plus de la pioche, on a en plus du mana, du coup ce qui peut utiliser également, ce qui peut être utilisé par les capacités vantardises, donc c'est top, puisque du coup il se supprime pas au fur et à mesure des phases et des étapes, donc ouais, c'est bien, c'est vraiment une bonne carte pour le tribal. Le châtiment de Firja, encore une saga, je vous avoue on en a beaucoup, hein, dont on va parler. Ça coûte 4 dont 2 blancs et un noir. Le 1 crée un jeton de créature 4/4 blanche, ange et guerrier avec le vol et la vigilance, et ouais. Ensuite, le 2 dit que jusqu'à la fin du tour, les anges que vous contrôlez acquièrent engagez cette créature, détruisez une créature ciblée avec une force inférieure à la force de cette créature. Et le 3 dit que les anges que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. What the fuck? Alors du coup, vous avez vu, on a quand même pas mal d'anges vol vigilance en plus dans cette extension, qui sont vraiment sympas. De bons petits anges, de bons gros anges, hein, voilà, on peut le dire. Donc ouais, là, il y a un tribal ange largement faisable avec ces deux couleurs déjà en blanc-noir. Mais en plus, ce que j'adore, c'est vraiment, on a tout. C'est l'ange qu'on crée à la vigilance, donc du coup, ça veut dire qu'il va pouvoir attaquer au tour, du coup, on aura le 2 qui va se déclencher, attaquer, et ensuite s'engager pour détruire une créature ciblée qui a une force inférieure à celle-ci, donc c'est largement suffisant pour mettre un petit peu la patate aux adversaires et dire ok, j'attaque avec mes anges qui ont la vigilance, bam, je te mets une grosse patate dans la tronche, et ensuite boum, j'engage et je détruis littéralement toutes tes défenses. T'es là, ok, d'accord, oui, voilà, donc c'est vraiment le top. Ensuite, le 3 est vraiment puissant, je veux dire, on est déjà sur des créatures qui ont tendance à avoir de l'évasion. Les anges, c'est le vol, quoi. Voilà, y a rien de plus. Donner la double initiative en plus, c'est largement suffisant pour rendre le truc quasiment comme un kill, en fait, pour les decks anges. Donc vraiment, waouh, au top. Forger l'épée de Tirith, notre prochaine saga, et oui encore, j'ai dit, hein, qui coûte 3 dont un rouge et un blanc. Le 1 et le 2 font la même chose, créer un jeton trésor, c'est cool, c'est sympa. Et le 3 nous permet d'aller chercher dans la bibliothèque une carte appelée Alvar, dieu de la bataille, ou une carte d'équipement, de la révéler et de la mettre dans votre main. Alors, globalement, ce que j'aime bien, c'est qu'on est en fait face, déjà à un tuto qui se compense un petit peu avec les trésors qui sont faits, c'est déjà pas mal. Alors, j'aime bien parce que ça va nous permettre d'aller chercher Alvar, on en a parlé, Alvar dans la précédente vidéo, donc un très bon dieu autour des équipements et des auras, et ça tombe bien parce que du coup, avoir un tuto spécifique pour aller chercher lui en blanc-rouge, ça peut être utile aux decks qui vont vouloir le jouer dans le deck et non pas en tant que commandant, puisqu'il est mono-blanc. Donc ouais, c'est pas mal du tout, j'aime bien cette carte, elle est efficace, c'est le tuto, donc ça fait plaisir. Prochaine saga, oui, ça n'en finit plus, on en a encore tellement abordé. Harald unit les elfes, une saga qui coûte 4 dont un noir et un vert. Le 1 vous fait meuler 2-3 cartes, et vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'elfe ou de Tivar depuis votre cimetière. Ouais. Le 2 dit que vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque elfe que vous contrôlez. Et le 3 dit qu'à chaque fois qu'un elfe que vous contrôlez attaque ce tour-ci, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Alors, le numéro 1, il est vraiment génial, je veux dire, littéralement on est en train de dire que là on va se meuler et en plus on réanime une bête, plus un Tivar si on le souhaite. Donc je l'ai dit tout à l'heure, notre Planeswalker vert bien évidemment, qui est déjà très efficace avec les elfes, donc waouh. Ensuite le +2, allez, un marqueur sur chaque elfe, c'est fait, allez hop. Et le 3, du coup, littéralement l'inverse, où on va diminuer la force des créatures adverses grâce au nombre d'elfes qui attaquent. Donc là, évidemment, Harald, c'est le genre de carte que je vais vous dire de jouer dans un deck elfe qui a tendance à swarm beaucoup, à créer beaucoup de jetons, à avoir beaucoup de créatures en même temps sur le champ de bataille, même si c'est toujours dangereux, hein, bien sûr, puisque les Vras sont toujours présentes. Mais en fait, Harald qui unit les elfes, ça peut être tout à fait une carte de kill
parce que le boost, puis ensuite, allez attends, je vais pouvoir peut-être détruire tes créatures bloqueuses, waouh, c'est suffisamment fort en fait, c'est vraiment très puissant. Donc Harald du Nid-Elfe est une très bonne carte pour les jeux elfes en général, à partir du moment où vous jouez beaucoup de créatures, ce qui est censé être le cas en fait. Une créature, et oui, un vampire et dragon, et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Le prédateur de l'Immersturm, qui coûte 4 dont un noir et un rouge, c'est une 3-3 vol, et à chaque fois qu'il devient engagé, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière et mettez un marqueur +1/+1 sur le prédateur de l'Immersturm. Et vous pouvez sacrifier une créature pour lui donner l'indestructible jusqu'à la fin du tour et engagez-le. Alors évidemment c'est une bonne carte, bien gros comme on les aime bien, qui a de l'évasion, qui va pouvoir gérer les cimetières, ce qui est top, parce que bon ça fait toujours plaisir en commandeur hein, bien sûr. Et ce qui est assez génial c'est que du coup on a aussi un moteur à sacrifice quand même avec le prédateur de l'Immersturm, parce que il n'y a pas de mana à dépenser, c'est top, on est en noir-rouge, on a un moteur à sacrifice gratuit, et en plus bah, vous allez sacrifier la créature, mais derrière à un moment il va s'engager, c'est littéralement la capacité dit engagez-le. Donc vous allez pouvoir en plus exiler une carte d'un cimetière et mettre un marqueur +1/+1 sur le prédateur. Donc une bonne carte pour tous les jeux aggro, Rakdos, sacrifice, éventuellement gestion de cimetière, ça fait toujours plaisir. Bah écoutez, voilà, une bonne carte à mettre. On a Kaya l'inexorable, et oui, Kaya est de retour. Elle coûte 5 dont un blanc et un noir, elle arrive avec 5 de loyauté. Elle a un +1, ciblé jusqu'à une créature non jeton, mettez un marqueur forme fantôme sur elle, elle acquiert quand cette créature meurt ou est mise en exil, renvoyez-la dans la main de son propriétaire et créez un jeton de créature 1/1 blanche esprit avec le vol. Le -3 exile un permanent non terrain ciblé, et le -7, vous gagnez un emblème avec, au début de votre entretien, vous pouvez lancer un sort légendaire depuis votre main, votre cimetière, ou parmi les cartes que vous possédez en exil sans payer son coût de mana. Waouh. Alors, le +1 est très efficace, littéralement ça protège une de vos créatures, bon ça va la renvoyer dans la main évidemment, ça n'empêche pas d'être détruite non plus, mais ça la protège, et en plus derrière ça laisse un body, donc du coup ça veut dire que techniquement vous pouvez très bien bloquer avec cette créature pour protéger Kaya, et mettre un autre body derrière pour qu'elle soit encore protégée, donc c'est cool, en plus c'est un esprit avec le vol, c'est toujours sympa. Le -3, efficace, je veux dire, on a une gestion, un exil permanent non terrain ciblé, je sais pas, les decks Orzhov à mon avis ils vont tous vouloir la jouer, parce que du coup derrière ça reste quand même un truc qui va permettre de gérer tous les dieux indestructibles par exemple, voilà je pense à ceux de Theros notamment qui sont pas animés en tant que créatures, c'est toujours plus compliqué, voilà donc il y a ça, il y a vraiment toutes les gestions en fait qui ne passent pas d'habitude, toutes les destructions etc, ou celles qui ciblent trop un type de permanent, là on est sur de l'exil permanent en terrain, ok, tranquille. Et le -7, alors là je vous avoue que le -7 c'est un petit peu la totale, c'est vraiment, bah écoutez, voilà, si vous jouez sort légendaire, ça va être efficace. Malheureusement je pense que le -7 va être un petit peu surcoté d'une certaine façon, parce qu'il y en a qui vont se dire, oui bah voilà, je vais monter un deck avec que des créatures légendaires, tout ça, sauf qu'encore une fois c'est compliqué, on en a parlé dans la dernière vidéo, j'ai suffisamment débattu dessus, donc vraiment c'est compliqué de monter un deck full légendaire qui soit réellement cohérent, mais il faut pas oublier que voilà, on a pas mal de créatures légendaires qui sont quand même cohérentes, si on veut jouer un Orzhov dans lequel il y a beaucoup de créatures légendaires qui fonctionnent bien ensemble, et ça existe, tout à fait possible du coup de jouer Kaya derrière. Après voilà, il en reste pas moins que il y a possibilité derrière qu'elle se fasse, qu'une de vos créatures se fasse gérer, ou que vous laissiez votre commandant au cimetière pour dire, bah voilà, je peux la sacrifier, la mettre au cimetière au début de mon entretien, je vais la ramener gratuitement grâce à Kaya, donc c'est cool. C'est vraiment sympa comme Planeswalker, je le trouve vraiment bien mieux que ses prédécesseurs. La trahison du roi Narfi, une nouvelle saga. Vous êtes étonné? Moi non. Du coup, c'est une saga qui coûte 3 dont un bleu et un noir. Le 1 dit que chaque joueur meule 4 cartes. Vous pouvez ensuite exiler une carte de créature ou de Planeswalker depuis chaque cimetière. Waouh, sympa. Et ensuite, le 2 et le 3 disent la même chose, ce qui est aussi original. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des cartes parmi celles exilées par la trahison du roi Narfi, et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ces sorts. Et j'adore, parce que du coup littéralement on est sur de la réanimation, on peut piquer les créatures adverses, et les Planeswalkers aussi, donc c'est vraiment sympa, j'aime bien, il y a un côté aussi tri, le fait d'exiler aussi des créatures que vous pourrez probablement pas lancer, mais qui pourraient être trop efficaces dans le cimetière adverse, c'est vraiment sympa, il y a tout en fait, j'aime bien cette carte, elle est vraiment bien foutue, donc le côté réanimator et meule on le sent bien ici. Allez, on arrive bientôt au bout du multicolore. Nico Harris, un nouveau Planeswalker légendaire, Nico, qui coûte X, 1 blanc et 2 bleus. Alors, il arrive avec 3 de loyauté. Ah oui, c'est un peu bizarre, hein. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez X jetons éclat. En fait, les jetons éclat, ce sont des enchantements avec, pour 2, sacrifiez cet enchantement, regard 1, puis piochez 1.
Ok, donc du coup, littéralement, on a des options sur pattes qui sont les éclats. C'est très intéressant comme mécanique, je trouve, mais on n'a pas fini. Le +1 dit « Jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. À chaque fois que cette créature inflige des blessures ce tour-ci, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. » Le -1 dit « Il inflige 2 blessures à une créature engagée ciblée pour chaque carte que vous avez piochée ce tour-ci. » Et le -1 dit, le deuxième -1, dit « Créer un jeton éclat. » J'aime bien Nico, parce qu'en fait, on est sur un Planeswalker qui n'a pas d'ulti. Donc c'est un Planeswalker qui va être là uniquement pour apporter un petit peu de value, et bah ça le montre tout de suite en fait. Parce que derrière, on a la possibilité, bon du coup déjà de créer des éclats qui sont quand même très intéressants. Ensuite, ces éclats, bah, ils vont nous permettre de piocher, de regard 1 puis piocher, donc c'est vraiment le top. Et en plus, ils synergisent vraiment en fait avec d'autres capacités, c'est-à-dire notamment la capacité -1, qui inflige 2 blessures à une créature ciblée engagée. Voilà, parce que vous avez pioché une carte, ok, vous allez piocher une deuxième carte, donc là vous allez pouvoir infliger 4 blessures, c'est largement suffisant. C'est assez étrange d'ailleurs d'infliger des blessures en blanc-bleu, mais je pense que c'est valide vu tout le travail qu'il y a eu autour de Nico. On va encore parler de Nico avec sa saga, et oui, il en a une aussi. Nico défie le destin, qui coûte 3, dont un blanc et un bleu. Le 1 dit vous gagnez 2 points de vie pour chaque carte prédite que vous possédez en exil. Le 2 dit ajouter un blanc et un bleu, ne dépensez ce mana que pour prédire des cartes ou lancer des sorts qui ont la prédiction. Et le 3, renvoyer une carte avec la prédiction ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Je trouve ça vraiment sympa, alors là on est à fond sur la prédiction, hein. Là c'est le truc que Nico il aime bien visiblement. Ce qui est paradoxal parce que bah, techniquement Nico il a pas l'air d'être trop dans le trip prédiction. Mais ici vraiment cette saga elle est basée complètement autour. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne carte. Et c'est juste un bon boost quoi, je veux dire voilà, vous gagnez des points de vie pour compenser tout ce que vous avez accumulé en value en exil, vous allez pouvoir gagner du mana pour les lancer ou pour les mettre en exil, et ensuite derrière vous récupérez une des cartes avec la prédiction depuis votre cimetière. C'est quand même vachement cool. Donc bon, il y a tout ce qu'il faut, c'est un bon outil en fait pour les jeux prédiction. Parlons maintenant des artefacts. Oui, il y en a quelques-uns dont il faut parler. L'élixir du cosmos, un artefact qui coûte 4, au début de votre étape de fin, piochez une carte si votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, sinon vous gagnez 2 points de vie. Bah tous les decks gains de points de vie vont être contents, Karlov, je sais que moi le mien va être content, voilà, hein. Parce que ben oui, gagner des points de vie, alors en plus c'est pas non plus, il demande pas d'avoir un nombre de points de vie équivalent à autant, voilà, etc., ou autant de plus que votre total de points de vie de départ, non c'est juste supérieur à votre total de points de vie de départ. Vous avez gagné un point de vie, c'est bon, tout de suite l'élixir du cosmos va vous faire piocher. Et en plus derrière, bah en fait il fonctionne tout seul quoi. C'est si vous avez pas les points de vie, bah il vous les donne en fait. C'est quand même vachement cool, j'aime beaucoup cette carte, elle est très efficace. La pioche de Vendor, alors c'est un équipement qui coûte 2 et qui s'équipe pour 1. La créature équipée gagne +1/+1, et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton trésor. Ça semble rien, c'est un équipement qui est commun, voilà, c'est une carte commune, mais en fait, le fait de créer systématiquement des jetons trésors et du coup de ramper chaque fois qu'il y a des blessures de combat qui sont infligées, c'est suffisamment intéressant pour qu'on puisse la mettre ici. Alors certes, il y a d'autres cartes qui sont bien meilleures, mais ici, bah, c'est une petite compensation, et surtout, il y a une synergie trésor, encore une fois. Nexus de masque bois, un artefact qui coûte 4. Les créatures que vous contrôlez ont tous les types de créatures. C'est vrai aussi pour les sorts de créatures que vous contrôlez, et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille, donc c'est-à-dire en exil, au cimetière, dans la bibliothèque, dans la main, tout ça. Et pour 3, vous l'engagez, vous créez un jeton de créature 2/2 bleu change-forme avec le changelin. Ouais. Alors là, du coup, ça donne un peu le multi-tribal dans les decks. On avait déjà des cartes qui existaient comme ça, mais ici, celle-ci est moins chère. C'est un artefact, donc du coup, elle est intégrable dans tous les decks, littéralement. Donc ouais, à voir ce qu'on peut faire avec, mais c'est déjà terrible. Le bûcher funéraire des héros qui coûte 2, vous pouvez payer 2, l'engager et sacrifier une créature pour chercher dans votre bibliothèque une carte de créature qui partage un type de créature avec la créature sacrifiée, et a un coût converti de mana égal à 1 plus le coût converti de mana de cette créature. Mettez cette carte sur le champ de bataille, puis mélangez votre bibliothèque uniquement en rituel. Ok. Alors pour ceux qui connaissent, on a Bursting Pod qui est dans le même genre, mais ici on est sur du tribal. Et donc, le petit côté tribal peut intéresser beaucoup de gens, surtout que, contrairement à Bursting Pod qui est en vert, ici on est en incolore. Donc, efficace. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de decks tribaux qui vont essayer de voir pour l'intégrer. Alors il faut que ce soit logique quand même, parce que malheureusement, il y a des jeux dans lesquels, si vos créatures ont toutes le même coût, ça n'a aucun intérêt. Voilà, faudra faire attention à ça, bien évidemment.
L'anneau réplicateur, un artefact neigeux qui coûte 3, et vous l'engagez pour faire un mana de la couleur de votre choix, qui sera également neigeux, puisque l'artefact est neigeux. Au début de votre entretien, mettez un marqueur nuit sur l'anneau réplicateur, ensuite, s'il a au moins 8 marqueurs nuit sur lui, retirez-les tous et créez 8 jetons d'artefacts neigeux incolores, appelés anneaux répliqués, avec engagé, ajouter un mana de la couleur de votre choix. J'aime beaucoup cette carte en fait, déjà parce que, comment dire, c'est un caillou qui est très classique. Pour 3, on fait n'importe quelle couleur de mana, c'est cool, et en plus il a l'avantage d'être neigeux, donc du coup si vous jouez un deck neigeux, ça peut être sympa de l'avoir. Donc c'est déjà un très bon caillou. Mais le truc c'est quand même que au bout d'un certain nombre de tours, littéralement, il se réplique et il dit « Ah bah c'est bon, en fait 8 tours, ok, 8 tours, voilà, je fais 8 copies de moi, et voilà, et du coup démerdez-vous. » Et du coup j'ai 8 jetons qui font exactement la même chose que moi. T'es là, ah ouais d'accord quand même. Ouf, ça fait un peu, voilà, ça peut promettre beaucoup de choses. Et en plus, il faut quand même le rajouter, ça fonctionne avec les marqueurs. Donc du coup, si vous pouvez proliférer, si vous pouvez rajouter plus de marqueurs sur l'anneau réplicateur, c'est suffisant pour le rendre encore plus pété, quoi. Et on va finir avec la pierre à runes érodée, un artefact qui coûte 2. Les cartes de permanents non-terrain des cimetières et des bibliothèques ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille. Les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts des cimetières ou des bibliothèques. Une carte de stacks, un classique, voilà. Donc vraiment, c'est assez dingue, hein, voilà, toutes les cartes de réanimation, les cartes de flashback, jouer depuis le dessus de la bibliothèque, on s'en fout, non on peut pas. Voilà. Et du coup, alors ça ne contre pas non plus... heureusement ça ne contre pas la prédiction, hein, voilà, puisque c'est lancé depuis l'exil, et ça c'est pas inclus dans la pierre à runes érodée, mais c'est suffisant pour emmerder beaucoup de jeux si vous voulez jouer stacks. Voilà, une nouvelle pièce pour vous. Parlons maintenant des terrains. Alors, je suis désolé, hein, la vidéo est extrêmement longue, mais rendez-vous compte qu'il y a énormément de contenu, et qu'il y a beaucoup de choses dont il faut discuter, quoi. On va parler des 10 nouveaux Bilands, messieurs, dames, et je pense que vous n'étiez pas prêts, et moi non plus, au moment où je les ai vus révéler. Ce sont des Bilands neigeux, ils ont littéralement les 2 types de terrains qu'ils représentent à chaque fois. La seule contrainte, ils sont communs en plus, attention, là on est au top du top, et la seule contrainte, c'est le fait qu'ils arrivent sur le champ de bataille engagés. Mais honnêtement, on s'en fout. À ce stade-là, je suis d'accord, mais on s'en fout. Voilà. Parce que du coup, je vais vous les passer là maintenant, hein. Il y a bien les 10 combinaisons de couleurs en bicolore qui existent. Voilà. Donc, on a le blanc-rouge, le blanc-vert, le blanc-bleu, le rouge-vert, le bleu-noir, le vert-bleu, le blanc-noir, le noir-rouge, le bleu-rouge et le noir-vert. Les 10 combinaisons sont bel et bien là. Et alors pourquoi est-ce que c'est important qu'ils aient ces types de terrain? Voilà, par exemple, je vais reprendre montagne et les plaines pour le premier. Du coup, pourquoi? Parce qu'ils sont fetchables. Tout ce qui va nous dire aller chercher une montagne ou aller chercher une plaine, et bien du coup ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a les fetch, qui sont classiques, qui fonctionnent également. Alors, derrière aussi, si jamais vous avez des moyens d'aller tuto des terrains neigeux spécifiquement, vous pouvez aussi aller chercher ceux-là, il paraît. Donc voilà, c'est vraiment puissant. Et surtout, en fait, la seule contrainte qu'il y a, c'est juste le fait qu'ils arrivent engagés. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais du coup, ça ralentit pas mal le deck. » Ouais, mais en fait, si tu veux vraiment jouer avec des Bilands, plutôt que de t'amuser à aller acheter les trous Bilands, moi je pense que les Bilands neigeux ici, c'est largement suffisant en fait, c'est suffisamment efficace pour que ça fonctionne bien dans vos decks. Vous allez dire « Oui, mais bon, voilà, ça va être un petit peu ralenti. » Oui, honnêtement, je pense qu'on n'est pas à ça près, quoi. Au moins, ceci, on peut aller des tutos avec beaucoup plus de cartes que des terrains spéciaux qui n'ont pas de type de terrain de base. Et en plus, il n'y a aucune autre contrainte, on perd pas de points de vie, on n'a pas d'autres contraintes où il faut que tu aies tel ou tel type de terrain, c'est bon, voilà, on sait qu'ils vont systématiquement arriver engagés, mais au moins on peut aller les chercher. Voilà. Il y a également les passages, la suite des passages, les 4 derniers passages qui sont de retour, donc le noir-vert, le bleu-vert, le noir-rouge et le blanc-bleu, donc oui, c'est cool. Je veux dire, ces cartes-là, c'était la suite logique du cycle de Zendikar. Ils avaient prévu qu'ils allaient faire la suite dans Kaldheim, et ils ont respecté leurs paroles, et c'est une bonne chose, parce que ce sont de très bonnes cartes aussi, très flexibles, très intéressantes pour la mana base. Ensuite, on a un cycle de 10 terrains, oh mon dieu. Il y a encore un cycle de 10 terrains, oui, il y a beaucoup de cycles de terrains, voilà. On a vu des terrains rares, on a vu des terrains communs, maintenant il y a des terrains unco, accrochez-vous. Donc les terrains unco, en fait, on a des terrains qui sont pour chacune des combinaisons de couleurs. Ce sont des terrains en fait qui vont produire une couleur et qui vont avoir une capacité activée de 2 couleurs. Donc du coup vous ne pourrez évidemment les jouer que dans les decks bicolores ou tricolores, etc. Vous pouvez pas les jouer dans les decks monocolores, bien sûr.
Le premier, alors je vais pas tous les évoquer parce qu'il y en a qui sont moins bons, mais il y en a qui sont très bien, et du coup c'est de ceux-là dont on va parler. L'armurerie d'Axgard, oui, elle arrive sur le champ de bataille engagée, comme tous en fait. Elle fait du blanc. Et ensuite, pour 4 dont 2 rouges et un blanc, en l'engageant et en le sacrifiant, vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte d'aura ou d'équipement, vous la révélez, vous la mettez dans votre main. Une carte d'aura et ou une carte d'équipement. Vous les révélez et vous les mettez dans votre main. Du coup, ce qui fait que vous pouvez tuto 2 cartes avec une capacité activée à 4 mana. Ok, bon, alors du coup, techniquement, vous engagez 5 terrains et vous allez en sacrifier un. Mais le double tuto sur terrain, c'est un petit peu... ouais, c'est couillu quand même. Donc tous les jeux équipements, Voltron et Aura, bah ils seront contents de l'avoir, quoi, en blanc-rouge. La forteresse de Bretagar, c'est la suivante, donc qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui fait du vert, et pour 1 vert et 2 blancs, en l'engageant et en le sacrifiant, vous ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles, et elles acquièrent la vigilance et le lien de vie jusqu'à la fin du tour, uniquement en rituel. Très bonne carte si jamais vous avez des grosses bêtes, ou si jamais vous avez besoin de vous défendre un petit peu, d'avoir de la défense et de pouvoir bourrer un petit peu. Donc vraiment pas mal, surtout que vigilance, lien de vie, c'est des capacités qui sont assez défensives et offensives à la fois, comme d'habitude. Donc bon, ça permet de temporiser un petit peu, gagner des points de vie, tout ça, et d'avoir des bloqueurs. Le suivant, c'est Mont Dormant de Gnodvold, un terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui fait du rouge, et pour 6 dont 1 rouge et 2 verts, en l'engageant, en le sacrifiant, vous détruisez un terrain ciblé, et vous créez un troll 4/4 guerrier avec le piétinement. Oui. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est du pet de terrain, c'est pas terrible. Bah en fait, le truc c'est que le pet de terrain, c'est quand même assez utile, vu qu'on a certains terrains qui sont très efficaces en Commander, qui sont beaucoup trop lourds. Avoir du pet de terrain, c'est toujours intéressant, et en plus, c'est pas juste un pet de terrain, c'est un pet de terrain qui vous fait une grosse bête avec le piétinement. Donc largement suffisant, si vous jouez par exemple Gyred, dans ces couleurs-là, bah je pense qu'il sera peut-être content d'avoir le Mont Dormant. La grande halle de Starnheim, qui arrive aussi engagée, qui fait du noir, et pour 2 blancs, 1 noir en l'engageant et en le sacrifiant, et en sacrifiant une créature que vous contrôlez également, vous créez un jeton de créature 4/4 blanche, ange et guerrier avec le vol et la vigilance, uniquement en rituel. Et je veux dire, vu le nombre de créatures qu'on peut sacrifier généralement en blanc-noir, je pense que sacrifier une petite créature de plus ne vous fera pas mal. Défoncer une créature, voilà, hop, on investit notre mana pour faire une 4/4 vol vigilance, c'est quand même largement suffisant, donc une très bonne carte encore une fois. Le Myrlac de Littjara, qui arrive aussi engagé, qui fait un bleu, et pour 5 dont 2 verts et un bleu, vous l'engagez, vous le sacrifiez, vous créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle, et ça sera uniquement en rituel. Bah très bien, je veux dire, un terrain qui vous permet de créer littéralement une copie d'une créature avec un boost, ouais, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Donc une très bonne carte encore une fois pour vos jeux copies. Le port de Carfel, qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui fait un mana bleu, et en plus pour 6 dont 1 bleu et 2 noirs en l'engageant et en le sacrifiant, vous meulez 4 cartes, puis vous renvoyez sur le champ de bataille, engagez une carte de créature depuis votre cimetière. La réanimation sur un terrain. Alors oui, bon, c'est pas récursif, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc une très bonne carte de réanimation et d'automeule. Et enfin, on a 3 terrains spéciaux encore dont je vais parler. La Val de la Congère Scintillante, un terrain neigeux qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui vous demande de choisir une couleur quand il arrive sur le champ de bataille. Et du coup, bah, il fait de la mana de la couleur choisie. Donc très bien pour les decks, pour fixer un petit peu votre mana base, un petit peu à la manière des Triving Land, hein, dans le même genre, mais en plus pour ajouter le petit côté neigeux, c'est sympa. Le Sanctuaire de Tirith, un terrain qui fait du mana incolore. Ou alors pour 2, en l'engageant, une créature légendaire ciblée devient un dieu en plus de ses autres types, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Pour 4, en l'engageant, sacrifiez le Sanctuaire de Tirith, mettez un marqueur indestructible sur un dieu ciblé. Donc du coup, si vous avez déjà un dieu, vous pouvez juste payer 4 et le sacrifier pour dire ok, bah toi tu deviens indestructible, t'es là, ouh, c'est pas mal. Surtout que les dieux de Kaldheim ne sont pas indestructibles. C'est plutôt cool, j'aime bien les 2 capacités, à voir ce qu'on peut en faire, c'est assez original pour qu'on puisse s'y pencher. Et enfin la dernière carte, on y arrive, oh mon dieu la vidéo est absolument longue, c'est l'Arbre Monde, un terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui fait du vert, et tant que vous contrôlez au moins 6 terrains, les terrains que vous contrôlez ont, engagez-le, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Et pour 2 blancs, 2 bleus, 2 noirs, 2 rouges et 2 verts, en l'engageant et en le sacrifiant, vous cherchez dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de dieu, vous les mettez sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, oh là là, je vais faire un deck dieu avec lui ». Alors, bon, ok, d'accord, mais non. Enfin, je veux dire, calmez-vous. Calmez-vous un petit peu. Le fait d'arriver à ces 10 mana, avec vraiment
la correspondance des manas et tout, il faut quand même arriver aux 10 terrains, parce que bon oui, l'arbre monde, ok, au moins 6 terrains, bah du coup c'est bon, tous les manas ils sont fixés, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir ramper beaucoup en fait, et il faut surtout que vos dieux aient un impact au moment où ils arrivent sur le champ de bataille, et qu'ils fassent en sorte que les dieux soient cohérents entre eux. Si vous mettez tous les dieux dans un même deck, malheureusement, il va pas se passer grand chose, hein, je vous avoue. Ça va être un petit peu la foire à la saucisse, c'est des fois il va se passer un petit truc, mais il va pas avoir de grosse synergie entre les dieux eux-mêmes. Donc, construisez-le de manière intelligente, et il y a moyen que l'arbre monde soit un allié de poids, mais il faut vraiment faire le tri dans les dieux, et ne pas tous les mettre parce que, oh bah voilà, c'est les dieux, c'est fort. Oui, c'est fort, mais pas que, ça peut être très mou aussi, voilà. Donc faites attention quand vous utilisez cette carte-là. C'est du 5 couleurs en plus, hein. Donc là vous pourrez pas jouer dans vos decks mono vert, tant pis pour vous. On est arrivé au bout de l'évaluation de Kaldheim. Oh mon dieu, c'est absolument horrible, la vidéo va être extrêmement longue. Mais il y avait beaucoup de choses à dire, c'est une bonne édition, il y a beaucoup de bonnes choses à droite à gauche pour le commandeur en fait. Les gens ont peut-être sous-évalué parce que j'ai eu des retours, des gens qui m'ont dit « Bah attends, Kaldheim, c'est pas si top que ça ». Oui, bah en fait, si, c'est juste que, malheureusement, je pense que quand on a vu Commander Legends juste avant, qui nous a vraiment explosé la rétine, et qui nous a donné tellement envie d'acheter, d'ouvrir des boosters, de jouer avec ses commandants, avec ses nouvelles cartes, je pense que là, en effet, on est resté un peu scotché là-dessus, et qu'on n'est plus vraiment dedans, et que là, on se rend pas compte, c'est un Z standard quand même à la base, donc il y a déjà beaucoup de choses intéressantes pour le commandeur, c'est quand même l'une des plus grosses depuis quelques années que j'ai à évaluer et analyser, donc ouais, ça fait plaisir. Kaldheim reste une bonne édition, et j'espère que vous vous plairez à la jouer éventuellement à vos avant-premières, et qu'on pourra la jouer ensemble, parce qu'il paraît qu'on va aussi organiser des avant-premières sur notre Discord, voilà, vous pourrez venir jouer, je serai là tout le week-end. Et du coup, bah, on pourra tester ça ensemble et voir comment ça se passe déjà en limité, et ensuite parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire avec ces cartes et les mettre dans quel deck, voilà. Ça fait toujours plaisir d'en parler avec vous, bien sûr. Et je vous invite à le faire également dans les commentaires de la vidéo, en espérant que vous soyez encore en vie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut à tous, bye bye.